Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Allez, bienvenue à tous, chers amis, qui nous écoutez depuis vos vacances, depuis votre lieu de travail, depuis votre lieu de déplacement, pourquoi pas. Qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. Venez avec nous, on va débattre tous ensemble de l'actualité jusqu'à 19h. Un seul mot d'ordre, toujours le même d'ailleurs, parlons vrai avec vous. Alors évidemment, l'actualité, elle est aussi, non pas dominée, mais colorée, parce que tous les Français ressentent aujourd'hui, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Et qu'est-ce qu'ils ressentent, ces Français ? Oui, il fait chaud, il fait chaud. Je vous confirme qu'il fait chaud, même dans le studio de Sud Radio. Alors, on va essayer de débattre malgré tout. On va parler quand même de l'actualité, de la canicule. On fera un petit tour de France du cagnard. Voilà ce qu'on va faire. On ira du côté de Tarbes, où on a battu un petit record quand même dans la journée. On verra si ça a continué à monter. On va aussi parler de l'actualité qui vous concerne. Vous êtes en vacances, alors vous pensez peut-être pas aux jours fériés, mais peut-être que vous allez en perdre 2 cette année. En tout cas, c'est le projet du gouvernement de François Bayrou qui remet son ouvrage sur le chantier, qui a écrit aux partenaires sociaux. Il le confirme, il veut supprimer 2 jours fériés. Est-ce que pour vous, c'est une arnaque, comme le dira l'un de nos invités, ou au contraire une nécessité ? Votez sur Twitter, appelez-nous 0826 300 300. On va parler aussi des Européens qui s'inquiètent de voir Donald Trump s'accorder avec Vladimir Poutine sur leur dos. Est-ce que les Européens peuvent arriver à se faire entendre ? On va en parler dans notre coup de projecteur, ce sera à 18h40. Avec qui on en parle ? Avec nos 3 vraies voix du jour. Anthony Martin-Smith, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à vous. Les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien, vous êtes champion de judo, vous nous avez fait vivre les JO, les Jeux paralympiques aussi. On a parlé de beaucoup de choses avec vous. Aujourd'hui, on va débattre. Et puis en plus, vous allez avoir un rôle assez particulier parce que vous avez une faculté assez extraordinaire. Vous entendez tout. Vous ressentez tout, vous rebondissez sur tout, et à chaque fois qu'un invité ou alors une autre vraie voix dira quelque chose qui de temps en temps pourra ne pas vous satisfaire, vous allez réagir au quart du tour et vous vous ferez entendre, vous ferez sentir votre présence comme ceci. Comptez sur nous. Tout simplement. Voici le rôle d'Anthony Martin-Smith. Il ne rate jamais sa cible. Sachez-le. Avec lui, face à lui d'ailleurs, nous avons quelqu'un qui est un combattant lui-même. Philippe Bouriaki, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal, écologiste, mais alors pas... Au centre. Oui, écologiste au centre. Bon, ça veut dire pas à gauche. Ça existe, si je vous comprends. Non, au centre de l'échiquier politique. Juste au milieu, comme disait François Bayrou jadis dans les Guignols de la Faux. Exactement. Vous êtes conseiller municipal d'Orly. Vous êtes le seul qui ce soir va retourner à Orly sans partir en vacances. C'est triste quand même. Mais on va vous accompagner et puis on va débattre avec vous. On est aussi avec un psychologue qui est à distance aujourd'hui. Jean Dorido, comment ça va Jean ? Ça va à merveille. Bonsoir les amis, bonsoir. Je le rappelle, on vous écoute tous les week-ends sur Sud Radio. Votre coup de cœur, votre coup de gueule, ça va mieux en le disant. C'est avec Laurence Garcia. Je rappelle aussi que vous êtes docteur en psychologie et fondateur d'hypnoseparis.com. Donc, chers amis, vous allez débattre avec l'un de nos auditeurs. Aujourd'hui, on est avec Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour à tous. Comment ça va Eric ? Ça va. Ça va ? On se tient à l'ombre. Ouais, on se tient à l'ombre. Vous êtes à Nîmes, il fait combien chez vous ? À l'intérieur de chez moi, il doit faire 31. Dehors, il doit faire 33, 34 à mon avis. Ouais, 33, 34 facilement. Vous avez mis la clim, vous avez fait quoi ? Moi, j'aime bien le ventilateur au plafond. Ouais. Je préfère ça. La clim, ça a des avantages et des inconvénients. Voilà. Et donc vous avez le ventilateur au plafond, tout simplement. Je trouve que pour la nuit, c'est très bien. Ouais. Pour le jour, c'est juste. Mais pour la nuit, la chambre, je trouve que c'est une super solution. Voilà. Oui. Mais écoutez, pourquoi pas ? Je crois que l'écologiste valide d'ailleurs, non ? Complètement. Voilà. Philippe Bouriaki. Bon, après, personne n'est anti-clim ici aussi. Anthony Martin-Smith. Ah non, moi je suis pour la clim, mais une clim raisonnée qui fonctionne bien, type puits canadien par exemple. C'est quoi, puits canadien ? Puits canadien, on va chercher directement la fraîcheur aux profondeurs de la Terre. Ah, intéressant, ça, intéressant. Et sans rejet de gaz toxiques dans l'atmosphère. Alors, pourquoi pas ? Moi, j'ai une vague idée de la manière dont Jean Dorido, lui, recherche la fraîcheur. Il a une chemise hawaïenne, elle est déboutonnée quasiment jusqu'au nombril. Il a une photo avec un voilier derrière lui. Monsieur est en vacances, hein, c'est ça ? Oui, il te fait croire. C'est un fait que le ventilateur, c'est quand même une très très bonne solution quand il est fait très chaud et c'est quand même bien plus éco-responsable que la clim. Ouais, après on va pas tomber non plus sur tous ceux qui utilisent la clim, faut pas exagérer quand même. Les gens en ont parfois. Est-ce qu'on peut dire que si on a la clim ?
Mais on a la clim dans le studio de Sud Radio. Et vous savez pourquoi on a la clim? Tiens, Eric, on est obligé d'avoir la clim aussi parce qu'on a du matériel électronique qui chauffe énormément et qui pourrait même fondre. Je vous parle même pas de la santé des débatteurs et des animateurs. Donc voilà pourquoi on l'a. De quoi vous voulez nous parler, Eric, aujourd'hui? Ben bon, moi je m'intéresse beaucoup à l'actualité. Et bon, moi le sujet que je voulais parler, c'était des jeux d'argent. Notre rapport par rapport aux jeux d'argent. Ouais. Et voilà, je commence ou... Vous pouvez en parler tout simplement. Vous parlez sous le contrôle d'un addictologue en plus qui vous écoute. C'est Jean Dorido. Alors vous inquiétez pas, il est à distance, il mord pas. On sera là pour vous protéger. Qu'est-ce que vous pensez de notre rapport au jeu d'argent, vous? Moi, en fait, ça me pose un problème. Comment dire? Ce qui va pas, c'est que bon, je pense à la gauche qui parle de partager les richesses. Partager les richesses, c'est prendre l'argent des riches pour le distribuer entre les pauvres. On est bien d'accord. Oui. Eh bien, moi, j'affirme que les jeux d'argent, c'est faire l'opération inverse. Ce sont le plus souvent des pauvres qui misent, entre autres, l'argent des aides sociales pour créer des nouveaux riches du loto. Ça me pose un problème. Et là, la gauche, on ne les entend pas. Voilà. Je vois ce que vous voulez dire. Ce qui m'embête aussi, c'est le fait que je paye des impôts. D'accord. Mon impôt, c'est versé à des familles. C'est censé être pour nourrir les enfants, leur apporter ce dont ils ont besoin. Et il y a des parents, ils prennent cet argent, ils vont acheter du tabac. Il y en a certains qui achètent pour 300 ou 400 euros de tabac par mois. Bon, je peux comprendre qu'il y a des addictions. Je vais être tolérant. Ça, et puis, ou d'autres qui jouent avec des jeux d'argent. Donc moi, je me dis, en payant des aides sociales, je finance le cancer de ceux qui achètent le tabac, et je crée des nouveaux riches du loto, ou d'autres jeux, parce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous êtes au courant, les jeux d'argent, c'est 46 milliards par an en France. Alors moi je veux bien entendre que les gens n'ont pas d'argent pour se payer le médecin, ne pas avoir 23 euros pour le médecin. Par contre, ils trouvent facilement de l'argent pour du tabac ou pour les jeux d'argent. Ça me pose un problème voilà, c'est une question de morale. Vous avez un problème moral avec les jeux d'argent, si je vous suis. Bon, je crois que le Jean Dorido est d'accord avec vous. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, Jean-Marie Bordry, le jeu d'argent, historiquement, c'est depuis toujours la seule addiction sans produit qui est reconnue par la science. Et notre auditeur Eric a raison. C'est vrai que les pauvres gens ne sont pas à l'abri des addictions. Et donc, tous les marchands de drogue, quelles que soient ces drogues, qu'elles soient légales ou prohibées, les jeux d'argent, le cannabis, le tabac, l'alcool... Et ça, on le sait, et il n'épargne pas la misère, et c'est même le contraire, puisque quand on est dans la misère, eh bien, ma foi, on peut avoir tendance à basculer dans des espèces d'illusions comme ça de bien-être qui sont en réalité de tristes et funestes impasses, c'est vrai. En tout cas, quels que soient ses revenus ou son patrimoine, si on tombe dans une addiction, il faut se faire aider pour en sortir. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Chers amis, je vous propose de rester avec nous tout de suite parce qu'on a une petite nouveauté. On a une petite nouveauté. On aura une petite nouveauté. Ben voilà, j'étais un peu pressé. C'est le retour des vacances. Je vais me roder. Dans un instant, on va retrouver les trois mots. Les trois mots de l'info, c'est avec Félix Mathieu, bien entendu, et aussi Anthony Martin-Smith avec un coup de griffe, Anthony, sur les compagnies aériennes et l'Union européenne. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Jean-Marie Bordry. Oui, vous avez sûrement chaud, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Sachez que vous allez vous rafraîchir en écoutant les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h avec Anthony Martin-Smith, Philippe Bourriaki et Jean Dorido. On est toujours avec Eric au 0826 300 300. Il est de Nîmes. Eric, c'est notre vraie voix du jour. Il reste bien à l'ombre, il a raison. Dans quelques minutes, on va débattre. Est-ce que la suppression de 2 jours fériés, comme le maintien, comme le veut en tout cas François Bayrou, est pour vous une arnaque ou au contraire une nécessité? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. Dans un instant, les trois mots de l'info avec Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Jean-Marie, bonjour tout le monde. Vos trois mots qui sont? Mes trois mots qui sont désastre, canicule et nage. On va parler d'Emmanuel Macron. Il qualifie de désastre annoncé le plan israélien pour occuper Gaza. On va parler aussi de cette vigilance rouge, évidemment. Rouge canicule dans le sud-ouest, orange dans la moitié sud de l'Hexagone, des températures à plus de 40 degrés. Puis tiens, on va aller aussi apprendre à nager avec notre ami Paul Vinal, ici présent. Il est prêt. Il est en train de se préparer. C'est bien, mais qu'il s'échauffe, notre Léon Bertrand à nous, en quelque sorte. Les vraies voix Sud Radio.
Mais avant de nager, tout de suite, un coup de gueule, parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de s'envoler et qui n'a pas pu. Anthony Martin-Smith. Alors moi j'ai pu m'envoler, mais en l'occurrence on va retourner du côté de Orly, comme vous le disiez en début d'émission, puisque figurez-vous que nous avons un règlement, le règlement EU 261/2004, qui prévoit une indemnisation pour les passagers qui subiraient une annulation ou un retard de vol, qui permet à partir de 3 heures d'être indemnisé 250 € pour un vol qui aurait une destination à 1500 km, une indemnisation de 400 € de 1600 km à 3500 km, et enfin une indemnisation de 600 € pour un retard d'un vol supérieur à 3500 km. Ce règlement veut être modifié par les compagnies aériennes qui considèrent qu'elles payent trop cher. Elles payent trop cher et donc elles demandent au Parlement européen de revoir cette réglementation. Le 5 juin 2025, la Commission a émis une nouvelle proposition de texte visant à rehausser les seuils de retard. Et désormais, on ne sera plus à 3 heures mais à 4 heures. Et avec des plafonds d'indemnisation vus à la baisse, avec à partir de 4 heures une indemnisation de 300 €, et puis pour les vols supérieurs à 3500 km, ce qui correspond à peu près à un Paris-New York, 600 €. 600 € pour un Paris-New York en cas de retard de plus de 3 heures. Voilà, sachant que le vol vaut à peu près de 7 heures. Globalement, si vous avez un retard de 6 heures, vous avez fait à peu près 2 fois la donne, donc vous savez à peu près et à coup sûr que vous ne serez pas concerné par ce cas. Donc est-ce qu'on est sûr qu'on sera moins souvent et moins bien indemnisé en cas de retard ? On est pratiquement sûr qu'on ne sera jamais indemnisé, ou en tout cas dans des cas très particuliers. Et moi, si vous voulez, ce qui m'en fout là-dedans, c'est que ça sert toujours les mêmes, ceux qui se font de l'argent sur les passagers. Les compagnies aériennes devraient quand même réfléchir à un sujet. Les écologistes sont sur vos côtes. Faites bien attention, parce qu'une réglementation comme celle-ci leur donnerait peut-être d'autres destinations en tête. Bon, on a un écologiste en face de vous. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bouriaki ? Mais carrément. Mais carrément. Non, c'est scandaleux. Effectivement, on peut comprendre qu'il y a des choses qui dépendent pas forcément directement de la compagnie aérienne, mais au vu des profits qu'ils font, je considère que c'est un petit peu scandaleux cette méthodologie, parce que vous avez des gens qui ont des correspondances, et donc leur correspondance saute. Vous avez des gens qui sont dans des situations de santé fragiles, vous avez des gens qui sont avec des enfants de bas âge. Voilà, il faut réellement, et puis moi j'invite en tout cas les Français et les Françaises qui peuvent prendre le train à prendre le train, parce que c'est plus écolo, surtout ça fait marcher les compagnies françaises, donc prenez essentiellement Ouigo et la SNCF. Évidemment, il faut avoir la fibre patriotique. Et puis surtout, vous êtes de centre-ville à centre-ville. Et Transdev également dans le sud. Exactement. Oui, bien sûr. Si vous aimez la campagne, vous avez le droit aussi de prendre la voiture de temps en temps. Ça me permet bien sûr. Ce qui est effarant, c'est surtout que les députés européens sont quasiment à l'écoute, et peut-être à la solde, mais je mets un gros point d'interrogation de ce lobbying des compagnies aériennes. Et c'est ça que je trouve préoccupant. Après, c'est nous qui les avons élus. Ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, vous avez toutes les couleurs de l'échiquier politique au Parlement européen. Tiens, d'ailleurs, vous qui nous écoutez 0826 300 300, vous êtes peut-être en vacances, vous avez eu un problème, un retard d'avion, ou alors des vacances qui sont tombées à l'eau, vous n'êtes pas fait rembourser. Venez témoigner, on vous donne la parole sur Sud Radio. On va pas demander à Jean Dorido s'il est parti en vacances en avion. Je pense que c'est en train, lui. Jean ? Oui, je n'ai pas pris l'avion, je prends le train. Maintenant, c'est vrai que sur la question de l'indemnisation, c'est délicat. De ce que je connais de l'économie du transport aérien, c'est quand même pas une sinécure. Les marges sont quand même très faibles. On voit à quel point c'est pas simple de faire du profit quand on fait voler des avions, parce qu'ils sont souvent pas complètement pleins. Et puis pour rester positif, l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de retard et faire en sorte que le problème ne se pose pas. Maintenant, le ciel est très encombré parce qu'il y a de plus en plus de jets privés notamment, et c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait agir. Parce que les compagnies aériennes, ma foi, elles font ce qu'elles peuvent, et voilà, j'imagine que... Et donc pour ne pas avoir de retard, vous avez préféré prendre le train, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Oui, j'ai la chance d'être sur des trajets qui peuvent se faire en train. Après, on dit parlait de Paris-New York, Paris-New York en train... Son jet privé s'est garé et en panne. Voilà, maintenant on sait que Jean Dorido n'est pas parti en vacances de Paris à Clermont, tout simplement, la pire ligne de France, les pauvres Clermontois. Allez, tout de suite, 17h20, on accueille Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio.
Les 3 mots de l'actu avec vous, Félix Mathieu. Désastre, canicule, nage. Un désastre annoncé. Emmanuel Macron réagit au plan israélien d'occupation de la ville de Gaza. Le chef de l'État dénonce une fuite en avant dans la guerre permanente. Pendant ce temps, de l'ONU à Reporters sans frontières, les réactions indignées pleuvent après la mort de 6 journalistes palestiniens, dont 5 d'Al Jazeera à Gaza. Israël a visé leur tente et affirme que l'un d'entre eux était un terroriste du Hamas. À suivre aussi le sud-ouest en vigilance rouge, canicule, et la moitié sud de l'Hexagone en orange. Les températures dépassent les 40 degrés à Carcassonne, Bordeaux ou encore à Bergerac. Et puis l'info en plus des vacances avec Paul Vinel, on va s'intéresser à ces stages pour apprendre à nager en Seine-Saint-Denis. Objectif, éviter de futures noyades. Les vraies voix Sud Radio. C'est sa première réaction au plan israélien d'occupation de la ville de Gaza. Emmanuel Macron dénonce un désastre, annoncé une fuite en avant dans la guerre permanente. L'Élysée rapporte également ces propos du chef de l'État. Les otages israéliens et les populations de Gaza, dit-il, vont continuer d'être les premières victimes de cette stratégie. Le président Macron réitère par ailleurs sa proposition d'une mission de stabilisation sous mandat de l'ONU. Pendant ce temps, justement, le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU dit condamner le meurtre par l'armée israélienne de 6 journalistes palestiniens à Gaza. 5 d'entre eux travaillaient pour la chaîne qatari Al Jazeera. Leur tente a été ciblée la nuit dernière par des tirs de l'armée israélienne. De son côté, Reporters sans frontières dit dénoncer avec force et colère un assassinat revendiqué par l'armée israélienne. Israël qui affirme que l'un de ces journalistes, bien connu des téléspectateurs d'Al Jazeera, était en réalité un terroriste du Hamas. Des explications qui ne convainquent personne au Qatar ou à Gaza, évidemment. Reporters sans frontières parle d'accusations sans preuve. Mohamed Abou Namous, journaliste gazaoui rencontré par l'AFP, laisse éclater sa colère aujourd'hui. Chaque fois que les forces israéliennes prennent pour cible nos collègues journalistes, cela renforce notre détermination à continuer à informer. Il s'agit d'une persécution systématique des journalistes palestiniens qui va des menaces directes à leur mise à exécution et qui a causé la mort de nombreuses personnes sous les yeux du monde entier, dit-il. En tout cas, Reporters sans frontières réclame aujourd'hui une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur le fondement de la protection des journalistes en période de conflit armé, et ce afin, dit RSF, d'éviter de tels meurtres extrajudiciaires de professionnels des médias. Effectivement, alors Israël et le gouvernement de Benjamin Netanyahou toujours sous une plus forte pression diplomatique. Anthony Martin-Smith. Effectivement, c'est à chaque fois la même histoire. Les États-Unis, de leur côté, enfin en tout cas par Donald Trump, est toujours sur une position où on essaie de tirer la moindre miette au profit de l'ego de Donald Trump. Et puis de l'autre côté, un conflit qui ne se résout toujours pas et qui d'ailleurs s'empire à chaque fois. Philippe Bouriaki. Le souci, c'est que tant que le parapluie américain est ouvert, il risque rien d'arriver à Benjamin Netanyahou. Et là, il est en no limit, tout chousse. Il dessert la sécurité d'Israël. Il dessert la sécurité de tous les juifs du monde. Je le dis clairement, c'est un criminel de guerre. Là, c'est plus possible. Enfin, c'est stop. Et effectivement, l'ONU, que fait l'ONU ? Il faudrait maintenant qu'il y ait une force d'interposition et en même temps, à juste titre, les Israéliens ont le droit de vivre en sécurité. Le Hamas est une menace pour l'intégrité et la sécurité d'Israël et de tous les Israéliens. Et des Juifs d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont notés comme tels dans la charte du Hamas. D'accord, mais je dis surtout tous les Israéliens, parce qu'en Israël, il n'y a pas que des Juifs. Il y a aussi des chrétiens, il y a aussi des musulmans, il y a aussi des athées. Et donc, tous les Israéliens ne seront jamais en sécurité tant qu'il y aura le Hamas. Et donc, il faut vraiment aider l'autorité palestinienne à aller éradiquer et se débarrasser de ce fléau qui est le Hamas. Anthony, un mot. Mais l'ONU ne fera rien pour une simple et bonne raison, et j'en discutais avec l'ambassadeur représentant permanent de la France à l'ONU, disait justement que Donald Trump avait complètement coupé les budgets à l'ONU en provenance des États-Unis, et donc ils ne feront rien, et Israël peut continuer impunément ses attaques sur Gaza. Félix Mathieu, deuxième mot.
Canicule avec cette vague de chaleur absolument exceptionnelle dans le sud-ouest. 12 départements classés en vigilance rouge. Canicule donc jusqu'à demain dans le sud-ouest. Le reste de la moitié sud est tout en orange. Notre monsieur météo Rémi André nous rapporte du 42 degrés à Carcassonne, 43 à l'Hospitalet dans le Lot, plus de 42 degrés à Bordeaux, à Bergerac, près de 40 à Toulouse ou bien Tarbes. Pour autant, l'heure n'est pas au plan blanc dans les hôpitaux pour le moment, indique cet après-midi la ministre de la Santé Catherine Vautrin. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas de plan blanc parce que, et c'est un élément très important, on sait tous que les premiers jours d'un épisode de chaleur ne sont pas forcément les premiers moments où on a des pics d'intervention. C'est souvent quelques jours après et c'est pour ça d'ailleurs que nous anticipons dès maintenant de façon à être en capacité de répondre s'il y a nécessité dans 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et prenez tous soin évidemment de vos aînés et des personnes à risque dans votre entourage. La ministre de la Santé Catherine Vautrin, d'ailleurs on va en reparler de cette canicule vers 18h15 dans l'info en plus avec le maire de Tarbes. Exactement, il fait plus de 40 degrés, vous l'avez dit. Troisième mot, nage justement, tiens c'est un temps à se plonger dans l'eau avec cette initiative en Seine-Saint-Denis pour éviter de futures noyades. Et c'est l'info en plus des vacances pour Paul Vinel. Bonsoir Paul. Bonsoir Félix, bonsoir à tous. Des stages de natation gratuits proposés dans 9 villes de région parisienne. Et tout à fait, en France, l'été 2025 rime avec noyade. Leur chiffre a augmenté de 50% par rapport à l'année dernière sur la même période selon Santé publique France. Environ 200 personnes ont perdu la vie en moins de 2 mois et parmi elles, 27 étaient des enfants et adolescents. Alors pour prévenir de ces noyades, cap en Seine-Saint-Denis où les enfants de 5 à 12 ans sont invités à plonger dans le grand bain. Cet été, 11 piscines gérées par l'établissement public territorial Est Ensemble proposent des stages intensifs. Le dispositif est subventionné en partie par l'Agence nationale du sport. Il s'inscrit dans la continuité du 1-2-3 nager avec Paris 2024 lancé il y a 4 ans. Benoît Montagna, directeur stade nautique Maurice Thorez au micro de l'AFP. On se rend compte, surtout en territoire de la Seine-Saint-Denis, que moins de 50% des enfants valident en fait l'attestation du savoir nager à la sortie de leur cycle de CM2. Et donc ce stage était vraiment important, surtout dans un contexte aussi de forte hausse de noyades. Le territoire d'Est Ensemble a à cœur en fait, de développer ces activités, surtout la gratuité. Pour l'URSLM, maître nageur, il est essentiel que les enfants apprennent les bases pour éviter les noyades. C'est important d'apprendre et d'être dans une démarche, dans une optique où l'enfant très rapidement va savoir flotter sur le ventre comme sur le dos, qui va lui permettre d'être dans une position de sécurité et qui va rassurer tout le monde puisque ça lui permettra dans le cadre où il s'angoisse, où il commence à être apeuré, de pouvoir tout de suite faire une pause, respirer, avoir les voies respiratoires vraiment dégagées, se détendre et pouvoir repartir ensuite sur sa trajectoire. Apprendre à nager est donc une priorité selon Santé publique France. Pour info, 1 personne sur 6 ne sait pas nager dans l'Hexagone. Un jour, ma mère m'a dit que je nageais comme un fer à repasser. Alors j'ai dû faire des progrès depuis. C'est original, ça. C'est original, ça fait plaisir. C'est goût de faire des bulles, peut-être. Oui, ça doit être ça. Exactement. Allez, on va remettre un petit peu de vapeur. Merci en tout cas, Paul Vinel. Merci à vous, mon cher Mathieu. À suivre sur Sud Radio, notre débat sur les jours fériés supprimés. 2 jours fériés, comme le souhaite notre Premier ministre François Bayrou. Est-ce une arnaque pour vous? C'est ce que pense en tout cas notre invité. On va le retrouver dans quelques instants. On en débat avec vous tous au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Nos vraies voix qui reviennent de vacances ou qui n'en ont pas encore pris. En tout cas, Philippe Bourriac est avec nous. Jean Dorido, lui, est depuis ses vacances. Mais Anthony Martin-Smith n'est pas prêt de repartir. On est d'accord, Anthony? Non. Bon, mais tout de suite, on va parler des jours fériés qu'en plus vous allez perdre. Les vraies voix Sud Radio. Le Premier ministre François Bayrou l'a écrit aux partenaires sociaux. Il souhaite bel et bien supprimer 2 jours fériés. Un projet gouvernemental pour faire notamment rapporter de l'argent dans les caisses de l'État qui scandalise un certain nombre de partenaires sociaux, dont notre invité François Omril. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, François Omril. Vous êtes le président de la CFE-CGC, l'un des 5 plus grands syndicats français. Alors vous n'y êtes pas allé de main morte. Vous avez dit c'est une arnaque totale, cette suppression de 2 jours fériés. Pourquoi, pour vous, est-ce une arnaque ? C'est une arnaque parce que ce sont les Français qui vont payer finalement. Il va y avoir une baisse de pouvoir d'achat, une baisse de salaire. 2 jours travaillés qui ne sont pas payés. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou l'ENA pour comprendre que ça fait 1% de baisse de salaire
et que c'est les Français qui payent, je rappelle au passage que c'est 8 milliards d'euros, ce petit pourcent, et qu'il y a la moitié de ce 8 milliards d'euros, 4 milliards qui vont aller au patronat, qui va le mettre dans les marges, et l'autre moitié, 4 milliards, qui va dans le budget de l'État. Donc une fois de plus, et contrairement à tous les discours qui ont été faits depuis des mois, y compris par François Bayrou, eh bien, alors que le travail doit payer, eh bien, par cette mesure, le travail va un peu moins payer. Alors, que c'est fort de café. Cela dit, j'ai pas fait Polytechnique non plus, François Omril, mais compte tenu du fait que je ne travaillais pas ces 2 jours fériés jusqu'ici, si je me mets à aller travailler sans être payé, je vais pas avoir de baisse de salaire. C'est juste que je ne serai pas payé plus. Alors moi, je vais vous démontrer que c'est pas vrai, et je vais donner 2 exemples. Allez-y. Voici quelqu'un qui, un ouvrier qui travaille en poste, ou un agent de maîtrise, un chef de poste, qui travaille dans une entreprise qui produit en continu, une entreprise de la métallurgie, par exemple. Aujourd'hui, les jours fériés, il travaille. Voilà, à chacun son tour, il travaille puisque la production se fait en continu. Quand il travaille un jour férié, eh bien, il a une prime correspondant au fait qu'il travaille un jour férié. Bien, dès l'instant que ce jour férié n'est plus un jour férié, il n'aura plus cette prime. Donc en fait, rien ne va changer pour lui en termes de temps de travail. Par contre, sa rémunération va baisser. Je vous donne un autre exemple. Voici quelqu'un qui ne travaille pas, parce que le jour férié s'applique à lui, c'est quelqu'un qui travaille à la journée. Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, dans beaucoup de cas, parce que ça a été le cas pour la Pentecôte, son employeur, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais c'est plutôt pour les entreprises de taille moyenne ou les grandes entreprises, il va négocier. Il va dire, écoutez, non, moi ça m'arrange pas que vous reveniez travailler le 8 mai, lundi de Pâques, etc. Donc on va négocier des dispositions qui font que vous allez pouvoir continuer à profiter de cette journée comme étant une journée non travaillée, mais bien sûr, il va falloir me la payer, parce que moi on m'a demandé de l'argent en contrepartie de ça. Donc on va négocier, et donc la négociation, elle va aboutir à quoi ? Eh bien, une baisse tendancielle des rémunérations par un blocage des augmentations générales. Parce que ça, on l'a déjà vécu. Et donc, c'est ce qui va se passer. Je viens de vous démontrer par ces 2 exemples que cette mesure, qui consiste à faire travailler les gens gratuitement, eh bien, en fait, ça va avoir pour impact de baisser la rémunération des gens. Anthony Martin-Smith. Écoutez, moi, je pense que à s'attaquer aux symboles, on ne fait que régler des petits symptômes, mais on ne s'attaque pas à la maladie. Moi, j'entends ce que dit monsieur. Je dirais par ailleurs que je peux partager une partie de son point de vue. Après, ce sont pour beaucoup les entreprises qui vont supporter ce surcoût des 2 jours fériés. Pourquoi ? Parce qu'elles vont continuer de cotiser. Et donc, si vous voulez, cet argent, c'est les entreprises qui vont le débourser. Mais si vous voulez, je ne pense pas que les Français soient opposés aux jours fériés en moins sur une année. Suppression des jours fériés, vous voulez dire ? La suppression des jours fériés, effectivement. Je pense qu'en fait, les Français, aujourd'hui, sont opposés à faire davantage d'efforts, quels qu'ils soient, et quelle que soit la symbolique que l'on cherche à toucher, parce que on parle de quoi ? 1,5 milliard, c'est ce que ça coûte une journée fériée. On parle de 4 milliards par jour à férié l'économie, 4 à 6 milliards sur une année, donc on est globalement entre 8 à 12 milliards sur une année. On doit en trouver 40. C'est encore une goutte d'eau, finalement, et notre déficit total est quand même bien supérieur à 3300 milliards. Donc pour vous, ça sert à rien de supprimer un jour férié par-ci, par-là ? Non, c'est pas que ça ne sert à rien. C'est que tant que et si on n'écoute pas ce que disent les Françaises et les Français, on est à côté de la plaque. Tant que le gouvernement, les élites ne montrent pas l'exemple, les Françaises et les Français ne seront pas prêts, elles et eux aussi, à faire les efforts qu'il faut faire pour sauver notre système social et solidaire. Et c'est ce qu'on peut lire ici et là sur les commentaires, sur les réseaux sociaux, que ce soit des députés ou des ministres ou même le président de la République lorsqu'il poste quelque chose, quel que soit le sujet, ça revient systématiquement. C'est faites des efforts et on en fera ensuite. Philippe Bouriaki. Moi, je partage cette analyse. On est dans la supercherie, vraiment. Suppression de 2 jours fériés, en plus, pas n'importe lesquels. Donc, le général de Gaulle avait supprimé lui-même le 8 mai. Depuis, il a été réinstauré. Donc, moi, j'ai un problème. Lorsque je signe un contrat de travail, et c'est un contrat, donc il ne peut pas y avoir de loi rétroactive, constitutionnellement, ça pose un souci. Mais, 4 milliards. Bon, prenons le CICE, c'est 42 milliards. Crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Tout à fait.
prenons, et on a vu qu'en fin de compte, c'était censé pouvoir améliorer la recherche et les embauches. On se rappellera toujours de Pierre Gattaz. Avec 1 million d'emplois. On le rappelle, ce sont des aides décidées par François Hollande notamment, et les gouvernements qui lui obéissaient. Des aides qui sont allées aux entreprises en échange de quoi elles s'engageaient à embaucher. Voilà. Donc elles ont des aides, mais elles n'ont pas embauché. Donc si je vous suis, pour résumer un peu votre propos, vous préféreriez qu'on reprenne de l'argent aux entreprises plutôt que de demander aux Français de travailler plus. C'est 213 milliards d'euros par an qu'on donne en accompagnement, en aide aux entreprises, et on voit le résultat derrière. Donc arrêtez de vous moquer de nous, tout simplement. Jean Dorido. Oui, non, écoutez, je vais emboîter le pas de mes 2 collègues du jour. C'est un fait que la France vend ses bijoux de famille depuis des années. Ça a commencé par notre industrie qui était sensationnelle, parmi les plus florissantes du monde. Et ça a été vendu, ça a été bradé à des puissances étrangères. Et il y a Alstom, on sort, et on parlait de la métallurgie à l'instant. C'est absolument désastreux. Et puis la France s'est mise à vendre son patrimoine en pierre. Énormément de locaux, d'espaces publics sont vendus régulièrement. Là aussi, il en reste. Maintenant, les jours fériés, c'est-à-dire ces acquis sociaux quand même, qui datent de très très longtemps, eh bien on a un Premier ministre qui dit bon voilà, on va commencer par retirer 2 jours fériés. Et je rejoins votre invité syndicaliste. C'est un fait que, c'est quand même, ça n'est pas ni correct ni raisonnable de demander aux Français de travailler gratuitement. On a eu un président jadis qui proposait de travailler plus pour gagner plus, et là on est en train de dire aux Français de travailler plus pour gagner moins. On marche sur la tête, c'est vraiment désastreux. Eric, qui est avec nous toujours au 0826 300 300 depuis la belle ville de Nîmes. Vous en pensez quoi, vous, Eric ? Bon, alors j'ai écouté un petit peu les arguments. Alors moi j'ai une particularité, j'ai une vision différente de tout le monde. Alors je vais vous donner 3 exemples. Le plus souvent on parle du temps du travail. Pour moi c'est pas le plus important. Le plus important c'est sur quoi on travaille. C'est beaucoup plus important. Si on compare l'importation par rapport à l'exportation, on est très mal placé. Donc travailler à faire quoi ? Il faut peut-être travailler à produire pour exporter. Et donc du coup moins importer. Voilà. Parce que travailler, ça veut trop rien dire. Hein. Donc, en gros, vous pensez que le temps de travail, vous vous fichez de travailler 35 heures ou 32 heures ou alors 45 heures. Produire. D'ailleurs, dans cet exemple, il est dit qu'il y a trop de fonctionnaires. Oui. Bon, s'il y a trop de fonctionnaires, on propose d'en supprimer. Donc, si on supprime le nombre de fonctionnaires, on va réduire leur temps de travail. Donc, vous voyez, on se contredit quelque part. Aussi, on a un souci avec le rapport au travail, effectivement. On nous a mis un petit peu en tête que le travail tuait. C'est-à-dire que le fait de travailler, ça rend malade, etc. Moi, j'ai une chose à dire, j'ai un message à faire passer, parce que je crois que personne ne le fait. Moi, je pense que c'est surtout une mauvaise hygiène de vie. Voilà. Après, on a eu des accidents du travail qui sont. Il faut faire attention. Il y a quand même des travaux qui sont extrêmement difficiles. N'allez pas dire ça à une personne qui tous les jours se lève à 3h du matin pour aller à l'usine à 4h et qui fait des gestes répétitifs. Ça a été prouvé et démontré quand même que c'est extrêmement usant, fatigant et même cause de mortalité pour beaucoup qui sont exposés par exemple à des produits cancérogènes. Oui, mais là, à cela, je peux vous comparer 80% des femmes qui sont dans le secrétariat. Oui, c'est bon. Moi, j'entends ce que vous dites. Il n'y a pas de souci. Hein. Effectivement, c'est comme des métiers. On peut pas parler d'hygiène de vie quand vous êtes exposé involontairement par le fait de votre profession à des produits dangereux pour votre santé, par exemple. Si vous voulez, moi, j'ai une particularité. J'ai des réponses à tout. Vous me soumettez n'importe quel problème. Oui, mais moi aussi. Ça tombe bien. Je vais vous donner la solution. Moi, je suis pour le partage du travail et je suis pour le partage de la pénibilité du travail. Ça veut dire quoi ? Un maçon qui a fait 30 ans de service, je vous explique, un maçon qui a fait 30 ans de service, qui peut avoir le dos cassé, on lui réserve un autre emploi. Un travail sur lequel il va arrêter de se casser le dos, et on donne son boulot et un nouveau jeune. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, ça pourra partager la pénibilité du travail. Ça, en tout cas, ça pourra faire l'objet d'un autre débat. On va revenir un petit peu sur les jours fériés, parce que c'est quand même important de revenir aussi sur le temps de travail. Tout le monde avait l'air d'accord, mais pas tout à fait dans l'analyse. François Homeril, par exemple, on entendait Anthony Martin-Smith qui disait le problème numéro 1, c'est qu'il faut quand même réformer l'État. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, notamment, Anthony. Effectivement. Et pourquoi supprimer 2 jours alors que ça ne réglera aucun problème. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il faille quand même réformer quelque chose ? François Homeril. Voilà, mais effectivement,
moi je suis le président d'une organisation qui n'est pas contre le principe de la réforme. Au contraire, de quelle réforme on parle? Le problème c'est ça. Nous, on a fait une analyse en profondeur du mal de la société française et on en a tiré la conclusion que nous souffrions d'un déficit de confiance. En fait, la société française est organisée aujourd'hui par le pouvoir, qui est extraordinairement centralisé par les hauts fonctionnaires, le pouvoir politique. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait un article qui sorte et qui nous explique comment la haute fonction publique, les cabinets ministériels, etc., pantouflent dans le privé, vont et viennent et prennent toujours les mêmes décisions qui vont dans le même sens d'une même politique, la politique de l'offre en fait, celle dont Emmanuel Macron se revendique et qui est un échec catastrophique. On l'a vu dans le rapport sénatorial qui vient de sortir, 211 milliards d'euros chaque année de transfert d'argent public vers les entreprises qui ne produit pas l'effet économique attendu. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre en question. Nous, on pense à la CFE-CGC. Alors, vous pensez quelque chose? On saura dans un instant, dès qu'on aura retrouvé votre liaison, précisément ce que pense la CFE-CGC. Je ne voudrais surtout pas que ça passe pour de la censure. Vous étiez d'accord, Philippe Bourriaki? On aide trop les entreprises. Alors, en gros, c'est pas les travailleurs qui doivent travailler, c'est les entreprises qu'on aide trop. Non, alors, c'est pas qu'on aide trop les entreprises. Mais c'est ce que vous avez dit, on aide mal les entreprises. Il y a des entreprises qui ont plus de 200 milliards d'euros. Il y a des entreprises qui n'ont absolument pas besoin d'aide et en plus elles jouent pas le jeu derrière. Donc je suis désolé, sur le contrôle, il n'y a pas de contrôle et les types continuent à se gaver et c'est les actionnaires derrière qui ramassent bonbons sur le dos des salariés. Donc ça, c'est pas possible. Donc qu'on mette ces contrôles-là, qu'on mette des freins, qu'on mette un coup de balai à ces 487 agences qui nous coûtent 85 milliards par an. Et là, on aura un levier d'économie. Donc qu'on arrête de demander à ceux qui se tuent au boulot, c'est le mot exact, de continuer à se crever. On a retrouvé François Omril, précisément. Tiens, est-ce qu'il y a aussi des agences? Est-ce que le train de vie de l'État doit être réduit pour la CFE-CGC? Oui, moi je me méfie beaucoup de ça parce que ce sont souvent des indications, des slogans qui cachent un peu la réalité du mal profond de la France. J'y reviens. La France est un pays riche. Mais la France est un pays qui s'appauvrit parce que on met en place des politiques qui siphonnent les moyens de l'État, qui les mettent à la disposition des entreprises dans des conditions non contrôlées, dans des conditions qui font que ce transfert ne produit pas l'effet économique attendu. Je vais prendre un exemple simple qui va être dans l'actualité au mois de septembre. On reproche toujours aux Français de ne pas travailler assez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette affaire des 2 jours fériés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on dit, le problème n'est pas que les Français ne travaillent pas assez, c'est qu'il n'y a pas assez de Français qui travaillent. C'est notre façon d'exprimer les choses. On le sait, les 2 problèmes très spécifiques à la France, c'est que les entreprises n'embauchent pas les jeunes et qu'ils virent les anciens avant la limite. Donc ça, c'est objectivé. C'est d'ailleurs dans les courbes que François Bayrou lui-même a présentées. Eh bien, travaillons sur ce sujet. Moi, je ne suis pas contre. Il faut prendre cette question et se poser les bonnes questions. Comment on fait pour créer les conditions pour intégrer dans le monde du travail les plus jeunes d'entre nous et comment on fait pour les maintenir au moment où ils arrivent en fin de carrière, où ils ont une expérience à faire valoir, les moyens d'encadrer et de tutorer les autres personnes dans l'entreprise. Ça, c'est un sujet motivant pour le coup. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait la réforme des retraites qui conduit les gens finalement à faire travailler plus longtemps, des gens qui n'en ont ni la force ni le désir. Donc on marche sur la tête. Maintenant on nous dit on travaille pas assez d'heures. Mais c'est complètement con comme raisonnement. Il y a dans le monde entier des pays en voie de développement et des pays sous-développés dans lesquels les gens travaillent 3000 heures par an. Est-ce que vous croyez que ça les rend plus riches? Mais non, pas du tout. Ce qui rend un pays riche, c'est d'avoir des emplois de qualité. C'est d'investir dans la recherche, dans le développement. C'est d'investir dans l'avenir. C'est de mettre en place des infrastructures qui vont permettre de se développer. C'est ça qui rend un pays riche. Mais c'est pas de faire travailler les gens sans les payer. Ça appauvrit les Français et in fine, ça appauvrit la France. Jean Dorido. Oui, j'abonde dans tout ce que j'entends et j'ajouterais que c'est quand même, il y a manifestement un bug au niveau de l'État parce que la France quand même est l'un des pays les plus taxés au monde. Le pouvoir d'achat des Français, ça revient régulièrement
et c'est une peau de chagrin. C'est-à-dire que le travail ne paye pas et il faudrait quand même un jour comprendre où passe tout cet argent. Les Français payent énormément d'argent sur le fruit justement de leur travail. L'argent qu'ils ont en échange, ils en reversent une énorme partie à l'État et rien ne fonctionne. Les hôpitaux, ça marche de moins en moins bien, c'est effrayant. L'école, ça ne marche pas. On vient d'entendre que même pour apprendre à nager, les gamins sortent de CM2, ils ne savent même pas nager. Tous les services publics manquent d'effectifs, la police, la justice. Donc quand même, avant de donner encore plus d'argent à travers du travail non payé, ce serait quand même bien un jour de comprendre où passe tout cet argent. Les Français, ça vient d'être dit par votre invité, travaillent énormément, on crée de la richesse dans ce pays, une énorme partie de cette richesse elle est reversée à l'État et rien ne fonctionne et l'État est encore en train de dire qu'il faut payer encore plus. Il y a manifestement un gros problème, il faudrait un jour comprendre d'où vient ce problème exactement. Vous avez un mot, vous avez droit à un mot, Anthony Martin-Smith. Je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec Jean Dorido ? Non, avec ce que j'entends. On peut pas toujours taper sur les entreprises qui créent de la richesse, justement grâce au travail des personnes. Il faut juste leur donner un peu plus de latitude pour qu'elles travaillent mieux. Je suis d'accord aussi sur le fait qu'il faut plus de contrôle sur les aides qui sont distribuées. C'est bien normal, c'est de l'argent public, mais plus de contrôle coûte plus d'argent. Maintenant, arrêtons juste de s'attaquer aux symboles. 2 jours fériés, c'est complètement dérisoire, c'est de la symbolique. Attaquer peut-être en communication politique d'autres symboles, peut-être déménager vos ministères, aller peut-être dans des immeubles de bureaux à la Défense, là où le mètre carré est en chute libre et où il y aurait besoin d'une nouvelle dynamique, comme l'a fait Malte par exemple, et puis commencez à vous attaquer au patrimoine de l'État, attaquez-vous au sujet de la crise du logement, etc. Grâce à votre patrimoine immobilier, peut-être que là on aurait aussi d'autres sources de revenus supplémentaires, mais en tout cas, s'attaquer à 2 jours de travail, 2 jours fériés, je pense que c'est de la mesurette qui cache une forêt un peu plus noire. Allez, le mot de la fin pour notre invité François Omril, je le rappelle, président de la CFE-CGC. Manifestement, François Bayrou veut aller au bout. Est-ce que ça veut dire que la CFE-CGC appellera à la grève et à des manifestations dès la rentrée ? Alors, on voit les lèvres, je vais vous donner tous les détails. On voit les lèvres de François Omril bouger. Il est en train de dire quelque chose, mais pour l'instant, on n'entend pas. Alors, je suppose qu'il est toujours contre cette suppression de 2 jours fériés. Ça, je pense. Je ne suis pas. Mais ça, je crois qu'on est tous d'accord, globalement, autour de la table. Je le devine. Je sens qu'il nous entend en plus puisqu'il rigole. Je suppose que la CFE-CGC fera entendre son mécontentement. Et écoutez, vous savez quoi? Je vais vous renvoyer vers les tracts de ce syndicat. Vous serez tenu au courant de leur prochaine journée de mobilisation. Désolé pour ces problèmes de liaison, mon cher François Omril. Merci en tout cas d'avoir tenté d'intervenir dans les Vraies Voix Sud Radio ce soir et bonnes vacances à vous si vous pouvez en profiter. Allez, restez avec nous, on va essayer de se détendre. Toujours pas de jour férié pour nous. Dans un instant, on va jouer. On va voir si malgré les vacances, vous suivez l'actualité. Philippe Bourriac, Anthony Martin-Smith et Jean Dorido. On va jouer avec notre auditeur Eric qui est toujours là depuis Nîmes. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Bon, il fait toujours chaud, a priori, sur l'ensemble du pays. D'ailleurs, dans 20 minutes, je vous le rappelle, on ira du côté de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. 2 ou 3 petits records qui ont été battus. On demandera au maire de la ville comment la population s'adapte. Il fait chaud à Nîmes aussi, Eric ? Comme partout, ça va aller. Comme ça partout et comme toujours à Nîmes. Dans 15 jours, on n'en parlera plus. Le mois d'août va finir et puis après, on passera à autre chose. C'est ça. Vous me rappelez déjà que dans 15 jours, c'est la fin du mois d'août. C'est bientôt la rentrée, Eric. Alors profitez-en quand même. Bon, j'espère que vous avez suivi l'actualité, mon cher Eric, parce que tout de suite, on va jouer avec vous. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Le quiz de l'actu ou plus encore, le qui c'est qui l'a dit. C'est comme ça que ça s'appelle avec Cécile de Ménibus et Philippe David qu'on embrasse très fort. Donc, Anthony Martin-Smith, Jean Dorido, Philippe Bourriac, je vous rappelle les règles. Je vais citer un personnage public qui a tenu des propos. C'est passé dans l'actualité. Je ne vais pas vous donner une actualité de Patagonie ou d'ailleurs. On va demander d'abord à Eric, et seulement à Eric, de répondre. Qui a dit ça? Si Eric a la bonne réponse, il a le point. Si Eric se trompe ou n'a pas la réponse, vous vous battez entre vous et le premier qui donne le nom aura le point. On est bon, Eric? Je sais pas. On va voir, c'est pas grave. Allez, qui c'est qui l'a dit, mon cher Eric? Les sans-abri doivent partir immédiatement. Nous vous donnerons des endroits où dormir, mais loin de la capitale. Qui a pu dire ça? Alors là, je sais pas du tout. Quelqu'un qui s'exprime avec beaucoup de majuscules. Stéphanie de Monaco.
C'est pas Stéphanie de Monaco. Quelqu'un qui parle anglais. Qui parle anglais. Donald Trump, mais... Oui. Non, c'est vrai. Pour Anthony Martin Smith, oui, absolument. Il a déclaré ceci sur son réseau Truth Social. Ah, mais c'était pas en France. Je croyais qu'on était en Patagonie, du coup. Je cherchais l'anglais. Est-ce que Washington, c'est la Patagonie pour vous? Non, bon, alors. Allez, on continue quand même. Il faut sortir de chez soi, Philippe Bouriaky. Allez, Orly, vous savez, il y a des envions, il vous emmène très loin comme ça. Qui c'est qui l'a dit, mon cher Eric? J'attends du ministre de l'Intérieur qu'il trouve les moyens d'expulser de notre territoire les individus algériens en situation irrégulière. Qui a dit ça? Ça serait quelqu'un du RN, peut-être. Allez-y. Je sais pas. C'est Emmanuel Macron? Oui, Philippe Bouriaky, un point. Égalisation. C'est Emmanuel Macron. Oui, j'attends du ministre de l'Intérieur. Il donne un ordre à Bruno Retailleau. Vous avez senti l'ambiance qu'il y a entre la place Beauvau et l'Élysée. On continue, allez. Qui c'est qui l'a dit? Contrairement aux affirmations mensongères, notre plan est le meilleur moyen de terminer la guerre et la meilleure façon d'y mettre fin rapidement. Qui a pu dire ça, Eric? Je sais pas. Mais en fait, je vous explique une chose. Moi, j'écoutais beaucoup l'actualité. Oui. Et je vous avouerai que depuis un mois, j'écoute beaucoup moins. Bon, mais c'est pas grave, c'est les vacances. C'est pas grave. Benjamin Netanyahu. D'autres fois, je n'aurais pu répondre, mais là, cette fois-ci... C'est pas grave, ne vous excusez pas, voilà. J'avais le droit. C'était Benjamin Netanyahu. J'ai gagné un point, Eric. 2 points pour Anthony Martin Smith. Allez, on continue. On vous laisse essayer quand même, tentez votre chance, on ne sait jamais. Qui c'est qui l'a dit? Les Ukrainiens n'abandonneront pas leurs terres aux occupants. Qui a pu dire ça? Alors oui, mais alors ça, vous appelez Eric? Ah non, mais il a dit qu'il était out, oui. non? Non, il a pas dit qu'il se retirait. C'est trop facile. C'est ça que vous voulez dire. Mais quel vautour. Il y a qui quand même, c'est incroyable. Eric, vous avez le point. Je l'avais aussi. Eric, vous avez le point. Vous êtes toujours avec nous, j'espère. Oui. Donc là, moi, j'ai 2 et ils ont 1, c'est ça? C'est ça. Eric a 1 point, Philippe Bouriaky a 1 point, Anthony Martin Smith en a 2, et Jean Dorido est toujours à la plage. Vous avez compris. Je vous préviens, moi, je prends ça très au sérieux. Qui c'est qui l'a dit? Eric. Le 31 août, nous lançons la plus grande tentative jamais réalisée pour briser le blocus israélien illégal de Gaza. Qui peut bien avoir envie de monter? J'ai dit Eric. Qui peut bien avoir envie de monter dans un bateau? Eric, au hasard? C'est quelqu'un de la France Insoumise, ça. Alors, non, mais il y a de l'idée. C'est pas Emmanuel Macron, alors. Plutôt quelqu'un de mondialement connu, qui a un point commun avec Philippe Bouriaky, c'est que cette personne est écologiste. Ah non, Sandrine Rousseau? Non. Greta Thunberg. On peut jouer ou pas? On joue à quel moment? Attends, j'ai pas compris. Jean Dorido. Mais attends, à quel moment on joue? Non, parce que Sandrine, elle est connue dans le monde entier, non? Vous jouez quand c'est votre moment, tout simplement. Allez, on continue. Là, c'est le tour. À nouveau. On est dans l'affichage, là. Qui c'est qui l'a dit? Je connais les grands courants qui disent qu'on peut éviter les efforts. Les uns affirment qu'il suffit de faire payer les immigrés, d'autres qu'il suffit de faire payer les riches. Qui peut se positionner pile au milieu de tout ça? Vous passez? Ça passe un peu. Édouard Philippe? Non. Bayrou? Oui. Philippe Bouriaky. Égalisation de Philippe Bouriaky. Évidemment, juste au milieu, François Bayrou. Entre la gauche et la droite. C'est un centriste. Oui, mais il a dit quelque chose d'intelligent. Et on termine. Alors pas tout de suite d'ailleurs, mais par cette phrase. Qui a pu dire ça? Qui a pu dire ça? Quel ministre a pu dire ça? Je vais vous aider quand même. Chaque Français aujourd'hui doit une DS7 neuve, 45 000 € de dette. On est dans une situation dramatique, il faut réagir. Bon, franchement, Eric, vous savez quoi? Je vous paie à boire si vous l'avez, parce que c'est pas le ministre le plus médiatique. Ah, donc c'est pas Catherine Vautrin. C'est même un ministre, voilà. Sachez que c'est... Bon, Félix Mathieu prépare ses questions, et Félix Mathieu est quelqu'un de sadique, vous le saurez. Donc il a vraiment choisi l'un des ministres les plus discrets, voilà. Si je vous dis que c'est le ministre de l'enseignement supérieur. Rappelez-moi la question. Qui a le nom du ministre de qui est ministre de l'enseignement supérieur? Allez, on va aller plus vite. Je crois que personne ne le sait. J'ai plus son nom, là. Je l'ai, mais évidemment, vous l'avez vu, vous l'avez lu, mais de là, c'est Philippe Baptiste. Voilà, c'est pas grave. On continue et on termine par une autre ministre. Bon, là, par contre, vous avez moins d'excuses. Allez-y. Qui a pu dire ça? Qui c'est qui l'a dit? Je cite Eric. L'effet de la chaleur sur les organismes ne se fait pas forcément sentir à l'instant T. C'est la ministre
Facile, Eric. Santé. Cathy. Donc, Cathy Perry. Presque. Ministre de la Santé. Catherine Vautrin. Non, c'est pas Cathy Perry. Raté. Et c'est pas grave. J'ai l'impression d'être à une élection de délégué de vous classe. le dites, j'allais avoir le point. Non, c'est pas juste. On terminera comme ça avec une. Je peux pas être égalité avec un Philippe. match C'est Félix qui a fait ça. entre Philippe Bouriaki Félix, on va se parler pendant la pause. et Anthony Martin-Smith. Eric, désolé, vous avez perdu Eric. Bon, mais c'est pas grave, on va vous laisser profiter de cette magnifique ville qu'est la ville de Nîmes. Pardon. On va vous laisser profiter de cette magnifique ville qu'est la ville de Nîmes et puis on vous dit à bientôt. Ça va. Au 0826 300 300. Profitez-en, il fait beau, il fait chaud, restez à l'ombre, profitez-en et prenez soin En de plus, vos moi, amis. je suis nouvellement retraité, vous voyez, je suis retraité depuis 4 mois. Mazel tov. Bravo. Ça serait bien que tu te réveilles un petit peu plus, du Alors, coup, quand Eric. on me parle de jours fériés, quand on me parle de vacances, je sais plus ce que ça veut dire. C'est pour ça que vous êtes pour les supprimer c'est pour ça pour qu'il les y a des autres. sourires. Profitez de votre retraite tant que vous en avez une. Allez, merci beaucoup Eric, on vous en profite en tout, on vous embrasse. Il est 17h58, restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants. À suivre sur Sud Radio, les vraies voix qui vont débattre de l'actualité internationale. Est-ce que les Européens peuvent encore se faire entendre de Donald Trump et de Vladimir Poutine? Et avant ça, on fera un tour du côté de Tarbes où il fait très très chaud, juste après le journal. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Bon, nous on triche, hein. On a toujours la clim dans le studio de Sud Radio, pas vrai Anthony Martin-Smith? Oui, j'ai froid d'ailleurs. Vous avez froid? Non, c'est pas vrai. Il est jamais content. Il est jamais content. Vous le connaissez, vous reconnaissez sa voix, vous le retrouvez tous les week-ends en ce moment, notamment dans l'émission Faut que ça change que vous présentez chaque semaine, dans laquelle vous parlez de handicap. Avec vous, on va parler de tout ce soir et pas uniquement de handicap. Il y a pas mal d'actualités. On va parler du handicap de Philippe. C'est ça. Oui, alors de Philippe Bouriaki, vous m'avez devancé, qui est en face de moi. Philippe Bouriaki, je le rappelle, conseiller municipal de l'écologie au centre, conseiller municipal de la ville d'Orly. Oui, comme l'aéroport, effectivement, c'est sur Et place. conseiller régional aussi. Et vous êtes aussi conseiller régional. Vous faites Ça va, c'est partie, pas une fierté non plus. vous faites Ah bah partie de la majorité De Valérie régionale de Valérie Pécresse. Jean Dorido fait pas partie d'une majorité. Lui, c'est un individualiste. Il est docteur en psychologie. C'est pas un gros mot. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com, auteur de ce livre Le bonheur est une science exacte, publié chez Larousse. S'il vous plaît, Jean Dorido, toujours depuis vos vacances? Il est pas Toujours revenu. depuis des vacances. Ouais. Vous êtes où d'ailleurs? On vous a pas demandé, tiens. Faites-nous rager Pardon un peu. D'où vous êtes? Où vous êtes en ce moment? Je suis sur la Côte d'Azur, dans le Var, très exactement. Bon, maintenant, si vous sentez qu'on est méchant avec vous jusqu'à la fin de l'émission, vous saurez pourquoi. On vous fera payer tout ça. On est aussi avec nos auditeurs au 0826 300 300. Et ça tombe très bien parce que tout de suite, on va retrouver Simon. Simon, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, Simon? Ben, ça va bien, il fait très chaud, mais bon, oui, c'est supportable. Ouais, c'est supportable. Les gens se plaignent tout le temps. Oui, c'est vrai que les gens se plaignent. Après, bon, vous trichez parce que vous êtes du Roussillon, vous êtes d'une magnifique ville, Villeneuve de la Rao, je crois, d'où on aperçoit le Canigou en général. Tout à fait. Bon, il fait combien chez vous? Là, on avait 36. 36, bon, vous êtes habitué. Fahrenheit ou Celsius? Non, Celsius. Bien essayé, mais c'est Celsius. Mon cher Simon, vous aviez un coup de gueule à faire passer, parce que quand il fait chaud, ou pas d'ailleurs, vous allez sur YouTube. Et quelque chose est arrivé depuis quelques jours sur YouTube qui ne vous a pas plu du tout, Simon. Pas du tout, non. J'ai eu la curiosité quand même de voir, parce que je suis quand même quelqu'un de curieux et qui aime comprendre avant de porter un jugement, les podcasts de notre cher Premier ministre. Je n'ai écouté que 4 épisodes. Hein. Bon, c'est pathétique, lénifiant, et je parle pas que de la forme, je parle du fond. Parce que la forme, bon, évidemment, malheureusement, il est en décalage avec ce genre de support. Mais bon, au-delà de ça, moi, ce qui m'intéressait, c'était le fond. Et demander tout le temps aux Français de faire des efforts et aux Français qui travaillent et qui cotisent et pas aux autres et ne pas faire d'efforts pour faire des économies alors qu'il y a une multiplicité de domaines dans lesquels on peut faire des économies, je trouve ça effrayant. Et essayer de dire aux gens, oui, soyez intelligents, on est au bord de la catastrophe, on est ceci, on est cela. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut vraiment d'abord qu'ils prouvent, pour que le consentement à l'impôt, ultérieurement et pas immédiatement, qu'ils prouvent de toute façon les 40 milliards, on peut les trouver. Il y a plein d'interlocuteurs économistes, politiques en tout genre, quels que soient les bords politiques, qui ont donné des pistes, mais non, ça les intéresse pas.
Écoutez, on en tout cas, sur une position complètement, je vais vous prendre de l'argent, je vais diminuer votre niveau de vie, parce qu'on va continuer à dépenser qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant, surtout n'importe quoi. Mais vous savez quoi, vous êtes d'accord avec ce que disait Anthony Martin-Smith, vous l'entendez même vous applaudir. Ah oui, je suis d'accord, c'est exactement ce que je disais, oui. Voilà, bon, mais vous aussi, vous êtes pas tombé sous le charme de François Bayrou sur YouTube. Ça n'a rien à voir avec la personne, ça a à voir avec cette communication politique qui, je trouve, est complètement à côté de la plaque. On a des gens brillants dans ce gouvernement, il y a vraiment des personnalités qui sont dotées d'une intelligence, je dirais, très structurée. On en reçoit très souvent ici, on a le plaisir d'échanger avec, et on constate qu'il y a des gens qui réfléchissent normalement. Mais lorsqu'il s'agit de communication politique, on envoie les mauvais messages. Ce podcast, je vous dirais que je suis autant édifié par le fond que par la forme. Le fond, évidemment, il n'a rien dit de plus que sa conférence de presse. Et la forme, je trouve que ça l'a desservi plus qu'autre chose, puisqu'il n'avait pas les codes. Il a essayé de passer pour un jeune qu'il n'est pas. Je ne dis pas pour autant qu'il est vieux, mais je pense que quand vous voulez parler sur un média spécifique, ça sert à rien d'emprunter les codes. Restez vous-même. Philippe Bouriaki, vous êtes centriste, en théorie. Vous le défendez ou pas, la François Bayrou sur YouTube ? Je suis impatient de voir Sébastien Lecornu à l'œuvre, puisque ça sera notre prochain Premier ministre. D'accord, vous parlez du ministre de la Défense, qui est pressenti à me succéder. Bon, écoutez, merci en tout cas, Simon. Pour votre coup de gueule. Je voudrais peut-être rajouter une petite chose, justement, pour rajouter une petite plus-value à ce qui a été dit précédemment. Aussi bien, c'est pas une question de décalage par rapport à l'âge du personnage et sa vision du monde, qui est complètement décalée, ça c'est une évidence, mais c'est dire des choses qui sont des mensonges. Le pire, il est là, c'est qu'on continue à faire croire aux gens, en leur faisant peur, que de toute façon, ils sont fautifs s'ils n'acceptent pas ce qu'ils leur proposent. Et ça, c'est inacceptable. Et vous vivez comme un chantage, en tout cas, on aura compris. Mais écoutez, merci beaucoup Simon de nous avoir appelé au 0826 300 300. 18h13 sur Sud Radio, pas très loin du Roussillon, à quelques petites centaines de kilomètres, direction Tarbes dans un instant où il fait chaud, là aussi. 17h-19h, Jean-Marie Bordry. 18h14, allez, la soirée arrive, c'est bientôt l'heure de l'apéritif, avec modération bien entendu, essayez de vous rafraîchir, parce que vous en avez bien besoin, que vous soyez dans un autre endroit qu'Anthony Martin-Smith, Philippe Bouriaki ou Jean Dorido. Tout de suite, on file dans le sud. Les vraies voix Sud Radio. Dans une ville où il a fait nettement plus chaud que d'habitude, Félix Mathieu. Oui, une chaleur exceptionnelle qui s'est abattue sur l'Hexagone avec une bonne partie du sud-ouest en vigilance rouge. 12 départements en rouge entre la Charente-Maritime, l'Aude et les Landes. Le reste des 2/3 sud de l'Hexagone est en orange jusqu'à une ligne qui va de la Vendée au Doubs. Demain, plus à l'est, le Rhône, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche vont à leur tour basculer en rouge. Mais c'est bien évidemment dans le sud-ouest que les températures étaient les plus accablantes aujourd'hui. 42 degrés à Carcassonne, 43 à l'Hospitalet, dans le Lot, plus de 40 à Bordeaux ou Bergerac, près de 40 à Toulouse ou Tarbes. Tarbes où déjà ce midi, notre monsieur météo Rémi André s'étonnait de voir le mercure atteindre les 36 degrés à Tarbes 2 heures avant le zénith météorologique. Pour en parler, nous sommes donc en ligne avec le maire de Tarbes, Gérard Trémèche. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio, monsieur le maire. Merci, c'est une radio amie. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix, c'est un plaisir de vous recevoir. Comment ça se passe à Tarbes aujourd'hui, même en orange, elle se ressent déjà beaucoup, cette canicule? Alors ça se passe pas trop mal pour l'instant, il faut reconnaître que c'est une difficulté réelle. Nous avions eu l'expérience de 2003, où nous avions eu aussi une canicule assez exceptionnelle avec des dégâts très importants sur les personnes vulnérables. Et donc, depuis cette période, nous avons mis en œuvre des dispositifs qui nous permettent d'être particulièrement vigilants. Par exemple, nous avons un registre des personnes vulnérables qui a été établi. Ça concerne à peu près une centaine de personnes en la matière, personnes âgées, personnes handicapées, des femmes enceintes, ou avec des bébés et des jeunes enfants. Et ce registre est mis à jour régulièrement, tous les jours, par le Centre communal d'action sociale de la ville. Il permet aux services sociaux et aux services sanitaires d'organiser un contact quasi permanent avec les personnes vulnérables répertoriées en cas de mise en œuvre du plan d'alerte et d'urgence.
ce registre RGI concerne une centaine de personnes qui sont appelées régulièrement. Qui est-ce qui les appelle? Pardon? Qui est-ce qui les appelle? C'est les personnes du service social, du CCAS, service social. Ouais. Dès le déclenchement de l'alerte orange, les personnes sont appelées quotidiennement, y compris les week-ends et jours fériés. Et qu'est-ce que vous faites si jamais il n'y a pas de réponse? S'il n'y a pas de réponse, on envoie quelqu'un. Ou on envoie la police municipale, ou on alerte la police nationale, voire même les pompiers. De même, nous avons une veille quotidienne qui est assurée par les livreurs des plateaux repas, chaque matin auprès des personnes âgées. Si il y a une absence, s'il n'y a pas de réponse quand le livreur ou quand on appelle, nous contactons les proches des personnes non atteintes pour pouvoir nous assurer de leur bonne santé. Monsieur le maire, et le cas échéant, comme je vous l'ai dit, on fait intervenir la police et les secours en cas de non-réponse. Monsieur le maire, bonsoir. Est-ce que vous avez des espaces réfrigérés, enfin en tout cas réfrigérés, ne l'avez pas pensé ce que je n'ai pas dit, mais climatisés ou en tout cas rafraîchis pour justement ces personnes vulnérables en cas d'alerte orange et rouge? Alors d'abord, nous avons à Tarbes une trentaine de points fraîcheur. De même, nous sommes une ville où il y a plus de 20 000 arbres avec des parcs et jardins absolument magnifiques au sein desquels, sous ces arbres, la température est inférieure de 5 à 8 degrés par rapport à ce qu'elle est à l'extérieur. Toujours dans les espaces verts, ça aide beaucoup, ça c'est vrai. Voilà, très important. Le jardin Massé, par exemple, est ouvert de 7h du matin à 21h. Avec des points d'eau potables accessibles à différents endroits du jardin pour que les personnes puissent aller faciliter remplir leurs bouteilles, leurs gourdes, etc. Et donc vous êtes bien préparé quand même. Un autre parc, le parc des Bois Blancs, le parc Raymond-Irasaré, le parc Bel-Air, le parc de la Seinerie, tous ces parcs, le parc Chasselin et les berges de l'Ado sont ouverts en permanence avec, je vous l'ai dit, une trentaine de points fraîcheur. Bon, mais écoutez, à la prochaine canicule, je viens chez vous, monsieur le maire, tout simplement. Mais justement, Gérard Trémège, je viens chez vous à la prochaine canicule. Vous avez l'air d'être bien préparé. Justement, pas fini en plus. Jean-Marie Bordry, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Pardon. Anthony Martin-Smith. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Parce que quand je vous écoute, monsieur le maire, j'ai l'impression que chez vous, vous êtes ultra préparé. Vous avez vous-même dit depuis 2003, on a eu des gros problèmes en 2003. Voilà, on a hérité de cette époque de 2003. Et puis en fait, à chaque campagne médiatique de prévention chaque année sur les super canicules, on a l'impression qu'on découvre le problème dans les autres communes. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas comment cela se passe chez les autres, mais chez nous, nous sommes préparés. Voilà, donc en gros, on n'est pas chez les autres, si je comprends bien. Venez à Tarbes, c'est mieux. Moi, je dis, nous sommes préparés parce qu'on a vécu une année 2003 particulièrement difficile. Oui. Je donne un exemple. On a réalisé une nouvelle place. Eh bien, sur cette place, la place au bois, on a installé des brumisateurs qui sont en activation toutes les 15 minutes. Autrement dit, vous pouvez aller vous rafraîchir sous ces brumisateurs toutes les 15 minutes. Ensuite, nous avons ouvert des espaces de rafraîchissement dans notamment le restaurant. On a un restaurant qui est ouvert tous les jours aux personnes en difficulté. Ce restaurant, c'est un espace climatisé. Il a été décidé qu'il serait mis à disposition du public de 14h à 19h pour que les personnes qui ont trop chaud dehors puissent aller dans cet espace climatisé, jouer aux cartes, jouer à d'autres, se retrouver, etc. Et ces personnes le font au moment des repas. En gros, on peut passer en tout cas la canicule à Tarbes maintenant grâce aux leçons que vous avez tirées depuis 2003. Vous avez un écologiste autour de la table. Vous avez un écologiste, Gérard Trémège, qui est autour de la table et qui boit du petit lait d'ailleurs, parce que la préparation des villes... Un autre exemple. Oui, Gérard. Un autre exemple quand même très intéressant. Nous avons ouvert les musées, et notamment le musée qui est climatisé. Et donc, toutes les entrées au musée climatisé sont gratuites. Ah, c'est super, avec bravo. Double avantage, les personnes peuvent venir se rafraîchir dans le musée et en même temps découvrir des expositions avec des œuvres d'art tout à fait exceptionnelles. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je ne dis pas que tout ça nous permettra de passer
sans difficulté cette période particulièrement chaude, puisqu'il faisait plus de 40 aujourd'hui, cet après-midi. Mais tous les moyens sont mis en œuvre pour qu'on puisse, même s'il le faut, aller livrer de l'eau aux personnes qui n'en ont pas. Bon, bah écoutez, c'est formidable. En tout cas, tout va bien se passer. Bravo, monsieur le maire. Bravo, monsieur le maire. C'est toujours une bonne c'est toujours une bonne excuse pour retourner au musée, Philippe Bouriaki. Complètement. Non, mais là, monsieur le maire vient de déployer plusieurs dispositifs. Il y en a un, moi, qui m'a frappé. Il a parlé énormément de ces parcs. On sait que la végétalisation permet de pouvoir absorber, et donc l'évaporation des phytos fait que vous avez une humidité ambiante qui réduit évidemment, mais où il y a aussi des ombrages qu'on peut créer un petit peu partout pour éviter l'accumulation de cette chaleur, en tout cas que tout ce qui est minéral ça absorbe, et puis on essaie de faire des places un peu moins minérales aussi, parce que par endroits vous avez l'impression d'être sur une planche quand on est en plein été quand même. Donc ça aussi il faut faire attention. Un commentaire, Jean Dorido, depuis la Côte d'Azur? Oui, non, enfin, tout ce que j'entends, c'est frapper au coin du bon sens, comme on dit. Maintenant, c'est vrai que prendre en charge les plus faibles, c'est essentiel. Pour autant, responsabiliser les uns et les autres, c'est aussi important, me semble-t-il. Chacun doit être vigilant, justement, à bien s'hydrater et à faire le nécessaire, même à son petit niveau. On parle de végétalisation, faire en sorte quand même de prendre soin, justement, de ce capital naturel, biologique, vivant, qu'on voit parfois maltraité que dans les grandes villes. Et puis le mot de la fin d'ailleurs avec Gérard Trémège, notre invité, je le rappelle, maire Les Républicains de la ville de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, dont c'est la capitale. Elle l'a dit, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, qui fait partie de notre parti d'ailleurs, c'est dans les jours qui suivent les vagues de chaleur qu'on peut voir des afflux à l'hôpital par exemple, ou parfois même des décès. Donc ça veut dire que votre plan de surveillance des personnes vulnérables, il va continuer pendant quelques jours, Gérard Trémège. Absolument, absolument. Et puis nous continuons nos efforts. Nous avons sur tous les panneaux de communication les conseils qui sont donnés aux personnes en général, à toutes les personnes. Il faut boire. Il faut, chez soi, fermer les volets et essayer de sortir le moins possible. Quand on donne tous les bons conseils aux personnes qui risquent d'avoir des difficultés à cause de cela. Et enfin, pour tout ce qui concerne la végétalisation, j'ai parlé de tous nos parcs et nous plantons plus de 1000 arbres tous les ans. Bravo. Bah écoutez, c'est formidable. Voilà. Ce sont les exemples de 2003. J'ai juste une question, monsieur le maire. Monsieur le maire, déjà bravo monsieur le maire pour toutes vos initiatives, bravo à vos collaborateurs qui œuvrent au quotidien, mais du coup, est-ce que vous avez adapté des horaires spécifiques pour le personnel de voirie ou technicien? Ça a recommencé plus tôt, finir plus tôt, d'accord. Oui, tout à fait, on leur a permis de commencer plus tôt le matin et de se mettre en disponibilité avec autorisation à partir de 16h. Bon, bah écoutez, les Tarbais sont prêts. Bravo, monsieur le maire. Et il y en a même qui peuvent partir à 12h30. Bon, bah écoutez, bravo monsieur le maire. Très tôt le matin. Écoutez, bravo monsieur le maire. Merci beaucoup Gérard Trémège. En tout cas, vous savez quoi, Sud Radio, vous avez raison, est une radio amie, notamment de la ville de Tarbes. C'est pour ça qu'on finira bien par y retourner. Un de ces amie du matins. Bon sens. Justement, avec son imitateur. Voilà. Allez, restez avec nous. On va se retrouver dans un instant. On va retrouver le tour de table de nos 3 vraies voix. En un mot, Jean Dorido, on va parler de vie éternelle. Philippe Bouriaki. On va parler de Bachata Pool Party. Oui, intéressant. Et Anthony Martin-Smith. Et de quelque chose que justement notre ami Jean a dénoncé le 19 juillet dernier, le Sun Tattoo. À tout de suite. Sud Radio avec Anthony Martin-Smith, Philippe Bouriaki et Jean Dorido, qui lui est en duplex depuis ses vacances, mais nous fait l'amitié de nous accompagner dans sa chemise hawaïenne, comme vous pourrez le voir sur la vidéo YouTube de cette émission. Tout de suite, le tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Tenez cette table-là. Et ben tout le monde l'appelle la table des chevaliers. Ah bon? Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des 2 connards. Mais je sais pas s'il nous avait reconnu. Le tour de table. De l'actualité. Il se trouve que je n'ai que 2 vraies voix autour de ma table. On va dire comme mais ça. dans quelle catégorie on est alors? Les chevaliers ou les connards? Je ne saurais vous dire. En tout cas, j'ai une idée, moi. En tout cas, c'était bien trouvé. Bravo. Tout de suite, Jean Dorido nous parle de vie éternelle. Qu'est-ce qui vous est passé par l'esprit?
Et bien, ce qui m'est passé par l'esprit, mes chers amis, c'est un papier qui est dans le Figaro d'aujourd'hui sur un millionnaire américain, monsieur Brian Johnson. C'est un type qui s'est enrichi vraiment à coup de dizaines de millions en revendant une de ses startups à PayPal. Il avait créé un moyen de paiement. Et alors, depuis qu'il est ultra riche, ce monsieur qui a 47 ans, eh bien, il travaille sur ce qu'on appelle en bon français l'anti-aging. Comment faire pour reculer un maximum le vieillissement jusqu'à vivre peut-être un jour éternellement. Et il est devenu une espèce de gourou, ce monsieur. Et vos confrères du Figaro sont allés à la rencontre des Français qui suivent les conseils, les préceptes de ce fameux Brian Johnson. Et donc, ils ont rencontré un jeune Lyonnais de 24 ans, Guillaume. Alors, il explique qu'il se lève à 5 heures du matin. Il prend 100 grammes de fruits rouges, il se pèse, il enregistre toutes ses données, parce qu'ils suivent leurs données vraiment biologiques à fond. Ensuite, il va faire du sport, et puis alors, son repas de midi, il le prend à 10h. Son repas du soir, il le prend à 13h, et il se couche à 20h pour être sûr de ne pas bousculer son capital biologique. Et le papier dénonce avec un peu d'humour les excès étonnants de ce genre de préceptes, parce que vivre en bonne santé, avoir une bonne hygiène de vie, bien sûr, c'est très bon. Maintenant, l'essentiel, c'est quand même de vivre sa vie. Oui, qu'est-ce qui doit s'embêter, pour le dire poliment, oui. Quand même, ça n'a pas l'air très rose comme vie, Jean Dorido, non? Ça vous fait envie, ça? Ah non, c'est pas rose. Des gens comme ça. Et il y a même des psychologues qui expliquent que finalement le stress que crée ce genre de règles, finalement, parce que c'est extrêmement rigide d'avoir une hygiène de vie justement qui ne va surtout pas entamer votre capital santé. Finalement, ce que vous gagnez, ce que la personne gagne en capital santé, elle le perd en stress, parce que tout ça, évidemment, ça crée beaucoup de stress et finalement la personne vit mal. Et le papier est assez amusant. C'est le serpent qui se mord la queue. Moi, quand je stresse, je mange. Comme ça, au moins, je règle le problème. Anthony Martin-Smith. Non, mais moi, j'en connais des gens comme ça. Particulièrement aux États-Unis, d'ailleurs. Les Américains se couchent très tôt, se lèvent très tôt, pour avoir. Les images qu'on reçoit des États-Unis montrent pas une hygiène de vie. Non, en l'occurrence, je pense justement à des gens qui ont une hygiène de vie bien irréprochable, bien meilleure d'ailleurs que la mienne qui suis censé être sportif. Et je peux vous garantir que leur santé va bien. Mais ce que dit Jean est tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand vous commencez à être le nez sur la balance ou sur la montre connectée en permanence sur vos données médicales, enfin moi, l'alerte de ma montre hier, si je la crois, il faudrait que j'aille consulter Jean parce que je suis mal barré. Oui, c'est-à-dire elle m'a dit qu'il fallait que je bouge un peu plus, alors qu'en fait hier j'ai marché 20 km, mais voilà, je bouge pas assez selon elle, mais parce que je la mets pas tout le temps. Oui. Et en fait, si vous mesurez que partiellement vos données, bah aussi ça peut vous inquiéter. Il y a vraiment qu'une montre qui peut parler sur ce ton, un ancien champion de judo quand même. Philippe Bouriaki. Non, c'est important de faire attention à ce qu'on mange, la quantité, enfin. Mais après, il faut vivre, il y a des plaisirs, il y a des joies. Oui. Et là, ça devient une contrainte, effectivement, donc on génère du stress qui est pas bon pour le vieillissement de la peau et le cœur. Et c'est pour ça que j'ai gardé d'ailleurs Félix Mathieu autour de cette table. Vous le voyez, il ne vieillit jamais. Il a une hygiène de vie irréprochable. Il mange un kiwi de temps en temps. Mais c'est notre IA à nous. Oui, voilà, c'est ça. On l'appelle la vitamine C, le kiwi. Exactement. Non, mais moi, j'étais persuadé que c'était un cyborg. Oui, c'est quelque chose comme ça. Mais moi, je l'ai jamais vu. Et voilà, j'étais persuadé aussi. Bon, vous m'avez démasqué. Voilà, on va appeler John Connor. Ça doit être comme ça. Allez, on continue le tour de table de l'actualité avec Philippe Bouriaki qui lui veut danser. Oui, la bachata. Alors c'est une danse afro-caribéenne qui vient de République dominicaine. Il y a plusieurs styles. Il y a la traditionnelle, ce qu'on appelle les footwork, mais en limite on pourrait quasiment danser tout seul. Les footwork, non les footwork. Ouais, non mais ça a beaucoup de mouvements avec le pied. Et puis après ça arrivé aux États-Unis, on appelait ça de la moderne. Et puis en France, en Europe, c'est devenu ce qu'on appelle la bachata sensuelle. Alors on transpire, on dépense, on se rencontre, on rencontre beaucoup de gens, des gens bienveillants, vraiment extraordinaires. Moi j'ai eu la chance ce week-end et je remercie infiniment DJ. Alors je vous demande de ne pas rigoler parce que c'est son nom de scène. Il s'appelle DJ Tagada. Vous mettez bien un tiret du 8 entre le Taga et le Da. D'accord, c'est important. Il a organisé ce qu'on appelle une pool party, une pool pour swimming pool, piscine. Ah oui, mais rien à voir avec un poulailler, quoi. Comme le volatile. Il y avait des loups, il y avait des renards. Je le concède. Tout à l'heure, on avait Brian qui était dans la cuisine. On était une soixantaine de personnes. Et c'est là que c'est devenu sensuel. C'est ça.
Oui, la bachata, c'est toujours sensuel. C'est une danse très joyeuse. Tout le monde a tout le temps le sourire. Non, c'est la vérité. Donc, bien sûr. J'ai des images là d'un coup. Et il a réussi à réunir un tas de gens qui se connaissent pas, qui sont intégrés immédiatement. Je vous le dis, c'est hyper bienveillant. Alors moi, j'ai un niveau vraiment très faible, et là, il y avait du high level. Et les gens se mettent à votre niveau. Vous n'hésitez pas à vous apprendre leur technique. Enfin, il y a une transmission. Il y a une joie de vivre. Je vous assure, s'il vous plaît, allez regarder ce qui se passe, même en salsa, en keys, ils sont un petit peu plus sérieux, mais en tout cas, en bachata, vous avez le smile tout le temps. Alors, il organise plein de choses, DJ Tagada. Allez le suivre sur les réseaux. Avec le tiré du 8 entre Tagada. Voilà. Et moi, je vous dis, en une journée, ça a été l'équivalence, réellement, d'une semaine de vacances. Donc, en tout cas, c'est une découverte pour vous. Dans ce monde tumultueux où il y a du brouillard et du stress au quotidien, justement, au lieu de faire attention à ce qu'on mange, allez faire des bachata pool party. Ça va être Et c'est en tout cas le réalisateur de Vrai Sud Radio, Maxime Sénat. Donc merci infiniment, et puis vous suivrez ça. Il a tenté ça depuis tout à l'heure de lancer la musique, Max. Voilà, c'était exactement ça. On continue sur deux tables avec vous, Anthony Martin-Smith. Je suis pas très fan de bachata, mais je pense que c'est très bien quand on puisse avoir une activité sportive qui soit détournée par une passion personnel. Moi, c'est le Sun Tattoo. C'est justement quelque chose que vous avez révélé, Jean, il y a de cela un petit mois sur l'antenne de Sud Radio dans votre chronique. Et que Théo Ampillac a repris ce midi dans sa chronique dans l'émission Les Routes de l'été avec Laurence Perrault, que vous pouvez retrouver de midi à 13h tous les jours. Sur sudradio.fr. Et en podcast, exactement. Et dont vous évoquiez le Sun Tattoo. C'est cette nouvelle tendance TikTok qui incite les jeunes, de façon complètement absurde, à dessiner des tatouages avec sa crème solaire et à les accélérer pour certains, même avec des accélérateurs de bronzage type graisse à traire ou monoeil. Et où graisse à traire, vous avez dit ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est la graisse pour traire les mèches. D'accord. Ouais, il y a vraiment des gens qui se mettent de... Mais bien sûr. Et en fait, ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est que les gens font la part belle à celui ou celle qui a le meilleur tatouage fait avec sa crème solaire, donc avec le coup de soleil finalement qui vient bien se rentrer dans les pourtours du dessin que vous avez fait avec votre crème solaire. Ce qui est évidemment extrêmement dangereux. Ce midi, on avait une dermatologue, qui rappelait les risques cancérigènes liés à cela. Et c'est complètement débile. Donc à chaque fois que vous prenez un coup de soleil, ça arrive à tout le monde, moi le premier, en plus je suis blond, vous risquez un peu plus d'avoir un cancer plus tard. Oui, je l'étais quand j'avais des cheveux, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment une tendance à se poser à la plage. Vous le confirmez, c'est ce que vous voyez à la plage, Jean Dorido ? Oui, en fait, ça a été commenté dans la presse. C'est une tendance TikTok, toujours pareil. C'est vraiment incroyable cette application. Elle n'a pas son pareil pour lancer des tendances extrêmement dangereuses et toxiques. Effectivement, c'est devenu un effet de mode, ce hashtag Sun Tattoo. Donc ça veut dire que vous, Jean, qui êtes sur la Côte d'Azur, quand vous allez à la plage, vous croisez plein d'adolescentes qui ont d'énormes coups de soleil. Je n'en ai pas croisé pour le moment, mais espérons que ça va continuer comme ça, parce que c'est vrai que la tendance, elle a vraiment pris effectivement chez les jeunes, et on a effectivement des gamines, des gamins qui se font un dessin en crème solaire, et donc il faut absolument prendre un coup de soleil autour de la crème solaire pour que ça ressorte comme ça en inversé, et c'est très toxique, très dangereux pour la peau, et c'est vraiment c'est bête quoi, donc il faut surtout pas le faire. Oui, la dernière tendance stupide. Félix Mathieu, vous avez jamais expérimenté la graisse à traire, vous, La graisse à traire pour bien bronzer, non, mais il paraît que ça se fait, peut-être que j'essaierai cet été. Bon, non, du coup après ce qu'on vient de dire, non. Exactement. À préciser que le ministre de la Santé s'est emparé de la question d'ailleurs, et a déclaré que évidemment c'était un sujet extrêmement préoccupant et qu'il ne fallait pas le faire. Bon, voilà. Bon, mais écoutez, en tout cas, la dernière tendance débile des réseaux sociaux, on en aura parlé aujourd'hui. Il est 18h37 sur Sud Radio. Restez avec nous à suivre les choses sérieuses. On y revient. Le coup de projecteur des vraies voix revient sur les Européens qui ont peur de se faire snober par les États-Unis. Est-ce que les Européens peuvent encore se faire entendre lors des discussions entre Vladimir Poutine et Donald Trump? On va en parler avec notre invité Christian Mallard. Bonjour. Bonjour. Christian Mallard, en un mot, est-ce que l'Europe a encore voix au chapitre? Non. L'Europe n'a pas voix au chapitre. L'Europe existe-t-elle encore? Ce qui disait à l'époque, l'Europe c'est quel numéro de téléphone? Ça n'a pas changé. Et je pense qu'aujourd'hui, les Européens
sont plus que divisés sur la suite à donner par rapport à l'avenir de l'Ukraine, et qu'ils sont très divisés. Et ça, naturellement, ça fait le jeu de Poutine. Et Trump, comme ses prédécesseurs, moi je les considère depuis très longtemps comme des faux amis de l'Occident, des faux amis des Français et des Européens. Donc je reste plutôt pessimiste sur la suite. Alors restez en ligne, en tout cas, Christian Mallard, on en débat avec vous dans un instant. Avec Anthony Martin-Smith, toujours Philippe Bourriaki également, et Jean Dorido. Il est 18h39 tout de suite, on parle politique étrangère. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les ministres des Affaires étrangères européens se réunissaient aujourd'hui en visioconférence, tous ensemble, pour essayer de se faire entendre et d'accorder leur violon, alors que d'ici vendredi prochain, Donald Trump rencontrera Vladimir Poutine et que l'Europe craint d'être laissée pour compte et exclue de ces discussions. On va en parler, en débattre avec notre invité Christian Mallard, journaliste à I24 News notamment. L'Europe a-t-elle encore voix au chapitre? Vous disiez que non. Pourquoi? Parce que les Européens sont divisés. Pourtant, en quoi les Européens sont divisés pour vous, Christian Mallard, sur la question ukrainienne? Après tout, ils sont plutôt tous d'accord, à 2 exceptions près, pour dénoncer l'invasion russe. Ils dénoncent l'invasion russe, bien entendu, depuis le début. Ça remonte quand même à un certain temps. Et aujourd'hui, en même temps, en affichant peut-être une forme de fermeté, comme le veut Emmanuel Macron, qui dit que la situation est d'une grande gravité et tout, sans doute a-t-il raison. Mais en même temps, j'ai le sentiment que Macron veut régler ses comptes avec Poutine, qu'il a humilié dans un certain passé quand il l'avait reçu au Kremlin. Et donc, à partir de là, Macron se veut le porte-voix d'une Europe, encore une fois, qui a toujours été hésitante. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que Trump a un mépris profond pour les Européens. On a toujours dit nos alliés américains, mais dans le contexte, que ce soit sur l'Iran ou sur l'Ukraine, je veux dire, Trump Trump a dit que l'Union européenne était faite pour emmerder les États-Unis. Oui, le terme en anglais était screw, exactement, précisément. Donc on a des États-Unis qui se retrouvent anti-européens aujourd'hui, Anthony Martin-Smith. Les États-Unis, non. Par contre, Donald Trump, oui. Mais Donald Trump, il joue une partition différente. Vous parlez du fait que les ministres européens se discutaient aujourd'hui pour accorder leur violon. Lui, il n'en a rien à faire et rien à fiche de cet orchestre. Il joue une autre partition, la sienne. Il ne joue pas celle de l'histoire, comme il peut le dire. Il joue celle, non pas de la paix, mais de son prix Nobel. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de dire « j'ai résolu le conflit en Iran ». Et Benyamin Netanyahou, je lui dis de se taire et il se tait. Et il pense qu'il peut faire pareil avec la Russie. Sauf que la Russie, ce n'est pas Israël. C'est quand même une toute autre histoire. Et je pense que Donald Trump, aujourd'hui, joue une bonne partition jusqu'au moment où il commencera à se faire balader par Poutine. Et là, par contre, quand il s'en rendra compte, il y a une seule chose qui l'anime, c'est l'orgueil, Donald Trump. Et donc, s'il se rend compte que Poutine continue de se fiche de lui, là, il pourrait changer complètement de registre. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Vendredi, ils vont se rencontrer. Ils se rencontrent où d'ailleurs ? En Alaska. L'Alaska, ancien territoire russe en 1867 qui a été cédé aux États-Unis. Aux États-Unis, exactement. Donc là, Vladimir Poutine, il gagne. Il gagne d'autant plus qu'il revient sur la scène internationale. Juste petite parenthèse, pardon, parce que je l'ai beaucoup entendu, ça a fait polémique. En quoi c'est une victoire pour Vladimir Poutine que d'être reçu par Donald Trump en Alaska précisément ? Parce qu'il revient chez lui. Il revient au contact. Les États-Unis, par l'Alaska, est au contact de la Russie. Il revient aussi sur la scène internationale. Vendredi, les médias du monde entier vont se tourner vers, et nous aussi, vers ce que va dire Vladimir Poutine. Est-ce qu'il va accorder un deal ou non à Donald Trump ? Donald Trump, même un très mauvais deal, est un bon business pour lui. Alors, à l'instant, d'ailleurs, Donald Trump a déclaré qu'il devrait y avoir ce qu'il appelle un échange de territoire entre l'Ukraine et la Russie pour faire avancer la paix. Oui, ça peut ressembler à quoi, Christian Mallard ? Mais moi, je ne sais pas s'il y aura un échange de territoire, parce que je n'imagine pas un seul instant les Américains ou Zelensky vouloir rendre les territoires à la Russie. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Crimée, de Donetsk, de Kherson, de Zaporizhzhia. Je ne vois pas du tout ces territoires rendus par la Russie aux Ukrainiens. Donc je crois qu'on se fait beaucoup d'illusions, on rêve tout haut,
Et moi, je pense qu'encore une fois de plus, Poutine va être le grand master, si je puis dire, de la situation. J'ai eu la chance de le rencontrer 3 fois. Une fois en 2000, où il était en pleine guerre avec les Tchétchènes. En 2003, il était à la veille de la deuxième guerre du Golfe. Et puis en 2005, et j'ai le souvenir d'une déclaration qu'il m'avait faite dans une interview alors que j'étais à France 3, et il me disait, attention, on touche plus à l'Ukraine et pas d'élargissement de l'OTAN. Et ce sont des exigences qu'il va remettre sur la table aujourd'hui en disant, moi je suis le patron. Et là-dessus, moi je pense à une chose, il y avait un président de la République française qui s'appelait Jacques Chirac. Et Chirac disait toujours, il faut que les Russes intègrent la maison européenne. Je pense que tant qu'on n'a pas fait ce geste, on n'y arrivera pas. Poutine n'est pas l'ogre qu'on décrit régulièrement et tout. C'est un stratège, c'est un joueur attention, il ne faut pas non plus l'adoucir. Mais est-ce que vous avez vraiment, Christian Mallard, est-ce que vous avez vraiment envie de revenir à l'époque où Jacques Chirac disait qu'il fallait intégrer la Russie dans l'Europe quand on voit comment elle se comporte avec tous ses voisins? Non, mais il faut savoir lui par la parler. France. Il faut savoir lui parler. Je pense que Macron a cru qu'il allait pouvoir lui donner des leçons. Mais c'est pas comme ça qu'on empoigne le problème avec Poutine. Il aurait fallu être beaucoup plus soft. Ferme mais soft. Moi, je vous rejoins parce que il y a une chose qui est intéressante dans la psyché de Vladimir Poutine, et c'est malheureusement quelque chose que nous avons en commun, lui et moi. Non, mais entre lui et moi, il y a une personne. C'est le président de la Fédération internationale de judo. C'est un judoka, Vladimir Poutine. La mentalité d'un judoka, c'est ne jamais au grand jamais abandonner. Il y a 3 situations pour lesquelles vous pouvez abandonner. C'est on vous étrangle, on vous tord le bras, donc une clé de bras, ou on vous met sur le dos. À partir du moment où un dirigeant politique aura cette philosophie de dire je vais l'étouffer, je vais lui tordre le bras, ou je vais le mettre dos au mur, à ce moment-là, Vladimir Poutine commencera à vaciller. Et il a vacillé un petit peu il y a de cela 2 semaines, lorsque les États-Unis, en tout cas Donald Trump, a dit « Je positionne 2 sous-marins nucléaires aux proximités des côtes russes ». Là, la grammaire nucléaire a complètement changé. Il n'a pas dit d'ailleurs de quel genre de sous-marin il parlait. Un sous-marin, par définition américain, est nucléaire, puisqu'il est propulsé au nucléaire. Il n'a pas dit si c'était un lanceur d'engin ou si c'était un sous-marin d'attaque. Mais par contre, la grammaire nucléaire des Russes, qui était tous les jours à nous le dégainer en menace, a d'un seul coup changé en disant attention, le nucléaire n'est pas une petite chose avec laquelle on plaisante. Et là, on a senti quand même un vacillement. Donc peut-être que en jouant les gros bras, là, on peut y arriver. Sauf que qui aura le courage de le faire? Certainement pas. Jean Dorido, on est presque dans la psychologie. Jean Dorido, il ne faut pas lui faire. Je vais vous redonner la parole juste après, Christian Mallard, si vous le permettez. Sur cette affaire du nucléaire, en fait, Trump répondait aux provocations de Medvedev, l'ancien président qui avait assuré l'intérim entre deux mandats de Poutine, parce que Medvedev, justement, avait agité ce chiffon rouge. Il fait partie des ultra-nationalistes. Et ça a été la réponse de Trump. Je ne suis pas sûr, pour ma part, que cela ait fait vaciller Vladimir Poutine. Je crois que nous sommes de très nombreux Françaises et Français à avoir vécu dans la paix. En réalité, même la guerre était froide pendant très très longtemps. Et je crois que là, ça y est, depuis maintenant pas mal de temps, on voit que la guerre revient. On voit que les grands dirigeants des grandes puissances de ce monde n'hésitent pas à agiter des menaces très sérieuses. On a le cas de la Chine avec Taïwan. On voit que la Russie envahit l'Ukraine et effectivement cette espèce de sidération européenne et puis cette incapacité factuelle de l'Europe à se constituer en puissance militaire. Et ça, hélas, le problème ne date pas d'hier. Donc on doit faire quoi ? Ça rebat les cartes et c'est vrai, je rejoins votre invité, la voix de l'Europe ne porte pas parce qu'en réalité... Donc on doit faire quoi, Jean Dorido, alors ? Pardon ? Donc on doit faire quoi ? On doit retrouver, avant de parler d'Europe, on doit retrouver la voix de la France. Et notre président fait ce qu'il peut parce que la seule voix finalement qui est audible en Europe, c'est la France, parce que la France est dotée de l'arme nucléaire et elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc en réalité, c'est aussi à la France de faire son propre lobbying européen pour recréer un élan qui puisse donner une vraie voix diplomatique qui a du poids. Et pour le moment, ça n'est pas le cas, hélas. Philippe Bourriaki, ensuite je redonne la parole à Christian Mallard. Trump est un mégalomane qui souhaite absolument avoir le prix Nobel de la paix. Donc par conséquent,
Les Européens, c'est accessoire pour lui. Je ne sais même pas s'il a conscience qu'on existe lorsqu'il est dans son délirium. La problématique, c'est qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Poutine est un judoka, mais il est aussi, je rappellerai, un ancien agent du KGB qui a été formaté à la soviète dure. Et donc, pour lui, le tsar de Russie, c'est lui, et la Russie, c'est la grande Russie. Donc, il a des prérogatives sur lesquelles il ne dérogera jamais. Et si on ne lui met pas en face quelque chose qui ferait que l'opinion russe se retourne, parce que s'il y a 1 million ou 2 millions d'enfants qui finissent dans les tranchées ukrainiennes et qui disparaissent, là je peux vous assurer que les mamans russes, c'est comme toutes les mamans du monde, elles ne vous pardonneront pas d'avoir... Il y a déjà eu beaucoup de morts de toute façon dans sa guerre, y compris d'ailleurs déjà trop. Par définition, et donc, y compris du côté russe. Moi, ma crainte, c'est que Trump, voulant absolument son prix Nobel, est capable de vraiment sacrifier l'Ukraine. C'est-à-dire en leur coupant les communications, coupant les informations, coupant les renseignements, coupant l'armement. Là, il les avait réactivés, il pourrait les intensifier. Et donc, on a bien vu que, effectivement, c'est un businessman. Et donc, il a dit, moi, je veux les terres rares et vous signez tout de suite. Sinon, on a vu comment il a humilié Zelensky devant le monde entier dans la Maison Blanche. C'est juste pas possible. Donc, il n'en a rien à faire de nous. Il n'en a rien à faire de l'Ukraine. Il veut son prix Nobel et il va sacrifier tout le monde pour l'avoir. Est-ce que vous êtes d'accord, Christian Malard? Est-ce que ça veut dire que vendredi, Donald Trump commencera à lâcher l'Ukraine complètement et à laisser tomber l'Europe pour les laisser à Poutine? En tout cas, l'Ukraine. Non, mais encore une fois, Trump, comme ses prédécesseurs, ont joué le rôle de faux amis. Ce sont des faux amis qui ne roulent que pour leurs propres intérêts. Alors vous allez me dire, Poutine, moi je n'attends rien de Poutine de concret, c'est-à-dire qu'il va camper sur ses positions, ses exigences maximalistes, ça j'ai pas le moindre doute là-dessus, et il ne va pas restituer les territoires qu'il a conquis. Alors que Zelensky va rentrer comme un fou furieux, un chien fou furieux dans la mêlée, pour dire il n'est pas question que je rende les territoires, une partie des territoires conquis par Poutine. Donc ça va tourner autour de ça, et Trump au bout d'un moment lâchera peut-être prise, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas d'un optimisme démesuré pour la suite. Ça veut dire quoi? Si jamais Trump lâche prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il renoncera à obtenir une paix si jamais les deux sont irréconciliables, ou qu'au contraire, il tordra le bras pour vous de l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle accepte les conditions d'un cessez-le-feu défavorable? Je pense que c'est plus cette formule-là, votre deuxième formule, c'est-à-dire tordre le bras de l'Ukraine de Zelensky. Il faut rappeler aussi que Zelensky, on ne le dit pas assez, est quand même un personnage assez particulier, assez corrompu, comme tout son entourage, et que le type n'est pas des plus fiables. En même temps, c'est l'Ukraine. Et je pense que Poutine à ce moment-là, Trump à ce moment-là fera tout pour lui, comme vous le disiez, je reprends votre expression, pour lui tordre le bras et l'amener à la négociation. Poutine n'attend que ça, de toute façon, il est en position de force, Poutine. Et il n'y a aucune raison, selon vous, pour que, par exemple, parce que vous avez parlé de personnages corrompus et peu recommandables, il y en a aussi de l'autre côté du front, loin s'en faut, le régime russe vacille lui-même sous le poids du coût exorbitant de cette guerre qu'il a déclenchée? En tout cas, je ne sais plus qui dans notre émission disait tout à l'heure, il ne faut pas oublier que Poutine est un produit du KGB, c'est un pur et dur. Quand vous lui parlez de l'Europe, moi la dernière fois que je l'avais rencontré, donc ça remonte à plusieurs années, il me dit l'Europe, ça ne peut pas marcher chez vous. Vous changez de président tous les 6 mois. Donc il se moquait de ça. Vous pensez que lui qui a fait un référendum sur mesure pour se faire prolonger au pouvoir jusqu'à 84 ans alors qu'il a 72 ans aujourd'hui, vous pensez bien qu'il va céder en rien. Donc je pense qu'il va y avoir une fermeté, que Macron va remonter au créneau au nom des Européens pour dire ça suffit, mais ça ne suffira pas. Ça fait pas peur à Poutine, croyez-moi. En tout cas, bon, et on verra aussi si les Européens arrivent à s'accorder. Vous avez parlé de ces divisions entre les Européens. En quoi les Européens sont divisés? Les Européens sont divisés parce que chacun voit midi à sa porte. Regardez le Hongrois, Viktor Orban. Oui, lui, il joue la carte de Poutine. Donc il y en a que Mélanie a de bons rapports avec Poutine. Pas tant que ça, pardon. Pas tant que ça. Giorgia Meloni n'a pas de si bons rapports que ça avec Vladimir Poutine. Elle a eu des contacts avec lui, comme a pu en avoir une Marine Le Pen en France. Ça n'aura pas rapporté grand-chose pour l'instant. Mais Emmanuel Macron aussi. Il l'a quand même invité au port de Brégançon, passer quelques vacances, alors qu'aucun président ne l'avait fait auparavant. Et ça ne lui a pas permis pour autant de réussir à obtenir la non-attaque en 2022 de la Russie sur l'Ukraine. Ça a même plutôt montré qu'il ne savait rien discuter avec Vladimir Poutine.
En tout cas, qu'il n'y avait rien qui en sortait. Macron, c'était le jeu de la grande duperie avec Macron, je suis désolé. Oui, mais ça Macron vous avez raison. Dupe en pensant. Oui. Macron a été dupe en pensant qu'il allait pouvoir faire changer d'opinion, changer d'attitude de la part de Poutine. Je crois pas qu'il était dupe. Oui, en tout cas, on ne vous mettra pas d'accord, effectivement. Christian Mallard, j'aimerais vous remercier d'être intervenu sur Sud Radio ce soir. Je rappelle que vous êtes consultant géopolitique, vous avez été journaliste aussi, notamment à France 3, et consultant géopolitique pour la chaîne i24 News. À bientôt, Christian Mallard, sur Sud Radio. Merci à vous. Merci également à Philippe Bouriaki, qui est toujours avec nous, toujours à Anthony Martin-Smith, et aussi à Jean Dorido, qui va retourner à ses chères vacances. C'est la fin des vraies voix pour aujourd'hui. On va se retrouver, nous, demain, à partir de 17h, évidemment, avec d'autres vraies voix, mais toujours Anthony Martin-Smith, qui reviendra tenter sa chance. On va vous laisser entre les mains de Jean-François Akili, celui que vous retrouverez dès demain d'ailleurs, entre 7h et 10h pour le Grand Matin Sud Radio.